3 expériences extrêmement marquantes qui m'ont fait changer 3 fois de niveau. À l'âge de 12 ans, j'ai fait un site internet. Moi, ça a été un déclic parce qu'en fait, j'ai compris que je pouvais gagner ma vie. Et en fait, ça m'a donné une structure sur l'écriture, de la rigueur. Pour le coup, ça m'a vraiment soutenu. C'était dur, c'était éprouvant. Mais a posteriori, sur l'ensemble de mon cursus scolaire, si je devais donner un avis, je mettrais une très bonne note à la classe préparatoire. Bullshit. Ouais, je crois pas, c'est bullshit. Donc j'ai fait mon premier investissement, j'ai gagné plein d'argent. J'ai fait mon deuxième investissement, j'ai gagné plein d'argent. J'ai investi encore plus, j'ai pris des leverages, des marges, des trucs. Et j'ai eu plus rien. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, ce podcast n'a jamais aussi bien porté son nom. Parce que je crois qu'on peut le dire, on reçoit le Père Castor de 2023. Bonjour Oussama. Bonjour. Comment tu vas ? Super, et toi ? Magnifique. En tout cas, déjà, merci, parce qu'on est au domaine d'Ablon. Tu nous reçois dans des conditions incroyables. J'ai eu la chance de faire un petit tour, là, ça fait 1 heure que je suis là. Vraiment, venez. Je sais pas, il y a un truc spirituel quand on arrive ici. C'est serein, féerique. Plus laïque. C'est la Normandie dont on rêve, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Mais en tout cas, si vous avez la chance de pouvoir venir ici, faites-le. Et le chemin pour venir, en plus, dès que tu sors de l'autoroute, t'as plein de maisons en colombage. Et c'est plutôt sympa. Très agréable. Et le domaine est plutôt spirituel, mais peut-être qu'on y reviendra. Je sais pas si tu l'as... Parce que t'en parles beaucoup. On s'est posé la question avec Erwan d'ailleurs, ton implication au-delà du domaine, au-delà évidemment du fait d'en parler, mais on y reviendra certainement après. Avec plaisir. Le nom du podcast, du coup, on te l'a dit rapidement tout à l'heure, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. L'idée, elle est assez simple, c'est de commencer en fait par ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur. C'est toi qui décides, et ensuite on va remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Et nous, en tant que Castor, on va mettre des barrages tout au long. Et en fait, ces barrages, c'est quoi ? C'est les questions qu'on va poser au fur et à mesure. Alors, il y a des questions qu'on a déjà anticipées, évidemment, des questions qu'on a l'habitude de poser, et d'autres questions qui vont venir finalement au fur et à mesure de ton histoire. Ok. Mais avant de te demander ton premier souvenir d'entrepreneur et d'investisseur, est-ce que, si c'est possible, tu peux nous faire une petite présentation, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, de qui est Oussama en 2023. septembre 2023 ? Septembre 2023. Donc, je m'appelle Oussama Amar. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai été entrepreneur, j'ai été investisseur. J'ai dirigé pendant plus de 10 ans The Family. Et depuis quelques mois, je dirige une entreprise de storytelling qui s'appelle Lira Haruto. Et je fais pas mal de contenu sur Internet avec Yomi. Mais bon, c'est plus un hobby, ça, qu'un vrai métier. Et voilà. C'est mon quotidien en ce moment de créer des films d'animation et d'essayer de leur donner vie. Donc, tu as commencé ? J'ai commencé, ouais. Ok, on va pouvoir y venir. Mais avant ça, on veut savoir, tu l'as compris, toute ta vie. Est-ce que tu peux revenir à ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur, en sachant que pour nous, vendre des baskets au collège, c'est un souvenir d'entrepreneur. Vendre des billes au collège, c'en est un aussi. Et vendre tout ce que tu veux. Donc j'imagine que ça a dû commencer assez tôt pour toi. Oui, ça a commencé tôt, mais mon tout premier souvenir d'entrepreneuriat, il est assez direct. J'ai vendu des Mr Freeze. Ah, Okay. Là, ça nous parle, ça. Mais j'avais pas conscience d'être un entrepreneur. Ou du moins, j'ai plutôt grandi avec la figure du commerçant plutôt que celle de l'entrepreneur. J'achète, je revends, j'achète, je revends. Ouais. Okay. J'avais autour de moi ma tante qui avait un restaurant libanais à Tours. J'avais mon frère qui faisait de l'import-export, puis qui a fait plein de choses. Tu passais derrière la caisse, tu jouais un peu au marchand en fait. Ouais. Ok, trop cool. Et ça, donc, c'était quel âge cette histoire de Mr Freeze ? Ouais, je sais pas, je vais avoir 7-8 ans, mais c'est tout bête. Et c'est ça qu'on cherche. Hein. C'est vraiment ce genre de petits signaux, tu vois, où on sent que déjà on a une appétence pour le commerce. J'ai mis de l'eau avec du sirop dans un bout de plastique, je l'ai mis au frigo et en plus. Ah, tu les fabriquais en plus. Oui, donc tu maîtrisais l'ensemble de la chaîne de valeur. C'était tout l'intérêt. Très précis. Du truc, C'était que le Mr Freeze c'était 1 franc. Moi, j'ai vendu 20 centimes et comme je prenais le sirop et l'eau à ma tante qui ne facturait pas, les achats étaient bien gérés. J'avais pas de cost of production. Donc voilà. Mais ça, c'est mon premier souvenir d'entrepreneur. Et c'est vrai que je me souviens du plaisir de gagner de l'argent. C'est un plaisir. C'est vrai que c'était un grand plaisir de faire quelque chose qui rend les gens heureux. De mettre en place un système un peu qui te permettait de générer de l'argent. En plus, moi, j'ai grandi dans un quartier où les Mr Freeze, tu allais les acheter à station-service. Okay.
Toi, tu proposais le service Ouais. à l'école. Pour vous dire à quel point c'était débile comme histoire, moi j'utilisais de l'argent pour acheter des Mr Freeze les vrais. En fait, le mec vendait des fausses Louis Vuitton pour s'acheter des vrais Louis Vuitton. Génial. Ouais, mais il faut comprendre pourquoi, parce qu'en fait, à l'époque, dans les stations Shell, quand tu achetais 10 Mr Freeze, tu avais une image de dinosaure. Ok. Et chaque image de dinosaure, quand tu avais plein d'images de dinosaures, tu pouvais avoir un dinosaure en plastique. Et je me suis mis en tête d'avoir la collection complète. Et en fait, le problème, c'est que pour tomber sur les images combinaisons, il fallait quand même en acheter beaucoup. Il ne suffisait pas juste d'acheter le nombre de Mr Freeze pour l'image. Et donc, en fait, à un moment, c'était obsessif. Et donc, je me suis dit, le meilleur moyen de faire, c'est si je vends 5 Mr Freeze et que ça me permet d'en acheter un à mes copains, il suffit juste de les convaincre tous les jours. Et au bout d'un moment, j'aurai la collection complète de dinosaures. Tu l'as eu ou pas? Ouais, bien sûr. C'est vraiment. C'était une obsession. Ouais, Donc en fait, c'était objectif dinosaure. Objectif dinosaure, ouais. Ok, magnifique. Je crois que c'est une exclue, ça. Comment? J'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai jamais raconté ça. Pour être honnête, j'y ai pas vraiment pensé parce que je sais pas. Elle m'est jamais venue dans ce contexte. Ok. Écoute, Tant mieux. magnifique. On va essayer d'enchaîner les exclus alors. Parce que tu as été interviewé combien? 200, 300, 500, Oh, beaucoup. 1000 fois? Quand on aime, on compte plus. Ok, trop cool. Et écoute, on commence par ça. À 7 ans, alors si je dis pas de bêtises. Ouais. T'étais au Liban, t'étais en France. En France. T'étais en France à ce moment-là. Ok. Donc à l'école primaire. Ouais. CE2. CE1, CE2. Plutôt CM1, je dirais. CM1. T'as sauté une classe? Non, peut-être qu'on est un peu plus vieux alors. Ok. Je suis pas un peu perdu sur les âges. Ok. 8-9 ans. On n'est 8-9. pas à cheval, t'inquiète pas. de toute On est façon. CM1, on a 8-9 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. 10 ans, tu vas rentrer entre 10 et 11 ans selon le moment où tu nais dans l'année, tu rentres en 6ème. D'accord, ça doit être ça. Donc, ok. Donc, entre CE1 et CM1. CE2. Je me souviens très bien de mon prof à l'époque où je faisais ça. Parce que il s'appelait Monsieur Barry. Et alors, je peux pas te dire je peux pas te dire le nom de mon prof de CP. Aucune idée. Je peux pas te dire mon prof de CE1, CE2. J'ai un vague souvenir de ma prof de CM2 parce qu'elle m'a vraiment terrorisé. Et qu'elle s'appelait Madame Michel, alors c'était facile. Mais Monsieur Barry, qui est mon prof de CM1, est un des profs qui m'a le plus marqué de ma vie. Et je me souviens, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à vendre ces histoires et tout, ça a fait des... Alors, quand on est enfant et qu'il y a de l'argent en jeu, etc., ça finit par faire des histoires. Et il y avait un type dans notre classe qui s'appelait Damien et qui avait redoublé 2 classes. Ok. Et quand on redouble 2 classes et qu'on est en CM1... On vient en voiture. On n'est pas loin de ça. Vraiment, on n'est pas loin de ça. Et je me souviens qu'il terrorisait tout le monde, il tapait tout le monde. Mais moi, il m'aimait bien. J'avais un bon relationnel, donc j'arrivais à me faire. Mais bon, à un moment, il s'est quand même dit je veux ma part de ce business de Oui, Mr. Freeze. Et comme moi, j'avais ma collection de dinosaures, je me suis dit bon, je vais pas m'emmerder. Donc, je lui ai expliqué comment faire, mais j'avais pas compris qu'en fait, sa volonté à lui, c'était surtout de me voir travailler et donner de l'argent gratuitement. Ok. La part travail du process ne l'intéressait pas Donc beaucoup. lui, il a vu la partie mafia dans l'apprentissage. Ouais, je crois que lui, il a dû prendre un chemin comme ça. Mais Monsieur Barry m'a défendu. Et quand j'y réfléchis, c'est vrai que là, en fait, j'y réfléchis en temps réel. Je me rends compte que Monsieur Barry, en m'ayant encouragé et pas en m'ayant protégé de ce type dans la classe, m'a rendu un immense service. Mais c'était un prof hors du commun. Pourquoi il t'a rendu un immense service? Parce que je pense souvent quand on est petit comme ça et qu'on essaye des choses, si on est découragé dans ses premières initiatives et qu'on n'est pas valorisé dans ses premières initiatives pour une raison ou une autre, surtout en France, on est quand même dans un pays où gagner de l'argent est très mal vu. Donc je pense qu'un prof aurait pu venir me voir et me dire que c'était honteux, que je payais pas de TVA ou d'impôt sur les sociétés. Et le risque était clairement qu'on n'a pas le droit, quoi. Et le risque était de surapprendre et de se dire c'est pas possible, donc hop, je ferme cette porte-là à vie. Exactement, ouais. Ok. Ouais, exactement. Et ce Monsieur Barry, il avait plein de trucs marrants. Il avait par exemple, je l'aimais beaucoup parce que il avait inventé un truc dans sa classe. Il avait bâti au fond de la classe un coin lecture. Et la règle, c'est que si on était au coin lecture,
on n'avait pas besoin d'écouter le cours. J'ai trouvé ça génial. Et donc, j'étais tout le temps en lecture. Et il m'a laissé faire. Parce que on aurait pu se dire, bon, là, c'est un abus du système, machin. Mais tant qu'on lisait et qu'on apprenait des choses en lisant, il était très à l'aise à l'idée de ne pas être très utile. Il avait sa version Montessori de l'école traditionnelle, en fait. Ça doit être ça. Si ça se trouve, c'était un prof influencé par ça. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'il a été réprimandé par la directrice pour sa gestion honteuse de la classe de nombreuses fois. Et je me souviens, il a eu une inspection d'académie et il nous avait corrompus, il nous avait demandé de mentir. Il nous avait dit qu'il faudrait que vous ayez l'air un peu malheureux et que vous leviez la main. Il était très marrant. Il était très marrant, ce prof. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça, mais je fais un aparté sur Monsieur Barry. Son plus grand courage, c'était pas contre. D'ailleurs, c'était pas tant contre l'administration, tout ça, parce que ça, de toute façon, il n'avait pas l'air très inquiet. Mais c'était contre les parents qui voulaient. Souvent en France, on dit oui, l'école, ça marche pas, je sais pas quoi, mais il faut reconnaître que les parents sont pas très prescriptifs d'innovation, quoi. C'est-à-dire que la seule question les gens lui posaient, c'est où on est dans le programme. Je pense que lui n'avait aucune idée du moindre programme. Il y a un programme. Mais j'en ai un souvenir. Et par exemple, je me souviens encore de tout ce que j'ai appris avec lui. Okay. Je pourrais vous dire, par exemple, j'ai démontré que la Terre était ronde avec lui. Il nous a fait faire l'expérience là, de Ptolémée pour montrer que la Terre était ronde. Tu peux rappeler laquelle? Moi, honnêtement, j'ai pas la référence. Tu sais, si tu prends un même bout de bois avec deux ombres à deux distances égales, et tu vois que l'angle est différent. Et en fait, il était... Comment? Eratosthène. Ptolémée, c'est ça, oui. Eratosthène. On a un public aujourd'hui qui apporte des précisions très importantes. Et donc, il nous a fait faire l'expérience d'Eratosthène. Il nous avait fait construire le modèle de Ptolémée. Je confonds le modèle de Ptolémée. Ouais. Il nous avait fait construire en pâte à modeler le modèle de Ptolémée. Enfin bref, c'était un prof incroyable et j'en ai un grand souvenir. Mais c'est hyper drôle ce que tu dis parce que tous les gens, quand tu parles avec quelqu'un, on a tous un prof un peu barré comme ça dont on se souvient. Et en fait, c'est le seul dont on se souvient. Et le prof qui est dans les clous, dans les règles, personne s'en souvient. En même temps... c'est triste. Parce qu'on voudrait que des Monsieur Barry à l'école, nous. Ou peut-être que c'est... Là, ce que tu dis, c'est peut-être concernant une vision entrepreneuriale et peut-être qu'à l'inverse, des personnes qui intègrent bien le système au sens où on l'entend, ils se souviennent très bien des profs avec qui ça se passait de cette manière. Ok, bon, bah ça remonte tôt. Ouais, c'était tôt. Ouais. T'étais quel genre d'enfant à cette époque-là? Très sage. T'étais bon à l'école ou pas? Ouais, plutôt. Ok. T'as sauté une classe, toi, ou? Non, je crois pas. Non. Ok. T'avais besoin de travailler ou pas trop? Non, pas du tout. Ouais, t'étais le genre de gars énervant qui avait des bonnes notes sans rien faire? Ouais. Après, ça me paraissait pas très compliqué quand même, tout ça. Ok, donc t'étais vraiment énervant. Donc ensuite, mais j'étais pas... Enfin, j'aimais bien les gens, alors c'était facile pour moi de... Okay. J'avais pas l'impression de souffrir. Je sais qu'on parle beaucoup de HPI en ce moment. J'ai fait une vidéo récemment en disant que le QI, c'était un truc de con. Je crois que c'est la vidéo qui a le plus de commentaires négatifs que j'ai jamais fait. C'est vrai? Ouais, les gens sont très sensibles à leur QI. Je pense que si j'avais parlé de la taille des sexes des mecs, j'aurais eu le même Pareil. nombre de... Donc le nombre de QI. Mais résultat, j'aimais bien aller à l'école, moi. Pendant très longtemps, j'aimais beaucoup aller à l'école. Je trouvais que c'était génial. D'abord, ça me sortait de chez moi. J'avais mes copains. J'avais des trucs à apprendre. Okay. Et puis comme... de toute façon, quand j'avais des profs que j'aimais pas, en fait, je les écoutais pas. T'avais des bonnes notes quand même? Non. Pas forcément. Okay. Tu avais tes têtes? Très très grande corrélation entre mon goût du prof et mes notes. Ok. J'ai des bulletins très aléatoires pour ça. Mais comme c'était un choix, ça m'inquiétait pas beaucoup. Enfin, oui, parce que si l'année d'après, il y avait un prof que t'aimais bien, tu... Voilà, exactement. Donc non, j'ai vécu un... C'est après au lycée où ça a été un peu plus compliqué pour moi, parce que je me suis dit, c'est quand même un peu long tout ça. Ok. Oui. En fait, à un moment, je me disais, bon, bah quand même, à un moment, ça va devenir intéressant. Ça va être dur. Mais ouais. C'est vrai que c'est intéressant, parce qu'on va y venir, mais moi, je connais pas ton parcours scolaire. Donc on va. Ouais, il est très chaotique, mais j'étais en prépa, ça s'est très mal passé. T'as fait une prépa? Ouais, prépa quoi? Prépa BL. Ok. Il y a mon prof de philo de terminale à gauche et un camarade de prépa à droite. Donc, ok. Excellent. BL où? À Michel Montaigne à Bordeaux. Ok.
Et, Tu voulais faire le NS ? Ouais. Ok. Ouais. Mais ça s'est très 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 mal passé. Je sais pas trop comment je me suis mis toute la classe à dos et tous les profs à dos assez Pas, rapidement. pas tous visiblement, Non, mais... lui il était pas là. Lui. Non, mais tu disais que c'était ta... Ouais, bah c'est la seule. Il y a un autre qui est à l'étage là. Ils sont deux. Du coup, tu les as ramenés chez toi, près de toi. Bah, je les ai jamais quittés. Venez avec moi. Je me suis dit, s'ils sont à ce point amical dans l'adversité, c'est que vraiment c'est pour la vie, quoi. Non, en fait, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure à déjeuner, c'est que en fait, moi j'ai grandi à Tours, puis j'étais dans un collège et un lycée assez gauchiste, libéral, ouvert d'esprit. J'étais pas trop au courant en fait de la France conservatrice. Okay. Et j'ai débarqué à Bordeaux avec des gens qui allaient à des messes en latin en tournant le dos, parce que quand même les messes en langue vernaculaire c'était horrible. Et là, en fait, déjà, je ne savais même pas qu'il y avait encore des gens qui allaient à la messe. Et donc, ça a été un très, très gros choc. Et je pense que, alors, autant ils ont été un choc pour moi de curiosité, mais moi, j'ai été un choc d'horreur pour eux. Genre, j'étais le malin. Et puis, je pense que tout ça s'est mélangé dans un ras-le-bol un peu de l'école, etc. Et donc, je suis parti de là. J'ai été à la Sorbonne en philo. Tu vas trop vite pour nous. Est-ce qu'on peut juste revenir sur toutes ces années collège-lycée ? Est-ce que tu as d'autres expériences entrepreneuriales ou d'autres expériences d'investisseurs ? Je sais parce que... Ouais, non, entrepreneurial, j'en ai eu beaucoup. Est-ce que tu en as une ou deux marquantes que tu as eues Bah après, en fait, j'ai eu 3 expériences extrêmement marquantes qui m'ont fait changer 3 fois de niveau. À l'âge de 12 ans, j'ai fait un site internet pour quelqu'un sans savoir que j'allais être payé et il m'a donné de l'argent. Et moi, ça a été... un déclic parce qu'en fait j'ai compris que je pouvais gagner ma vie. Mais encore une fois, il faut bien préciser à vos auditeurs que si à l'époque on m'avait parlé d'entrepreneuriat ou on m'avait dit que j'étais entrepreneur, j'aurais pas compris. C'est rétrospectivement avec tout ce qui s'est passé en France dans l'entrepreneuriat, ça s'aligne. on a été aligné cette histoire et on a, tu vois, c'est une technique de storytelling. Bien sûr. On a raconté que j'étais un entrepreneur. Ouais. Mais moi, la vision que j'avais de tout ça, c'est que je gagnais ma vie. C'est ça. J'avais un service, je vendais un service et je gagnais ma vie. Donc l'objectif, il était clairement financier. Mais enfin, tu t'es quand même dit, je vais trouver des clients plutôt que trouver un patron. Donc c'est quand même... Mais sans que ça soit intentionnel. Mais c'est comme ça que ça s'est fait en tout cas. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, je n'avais pas compris ça. De toute façon, je n'avais pas le droit de travailler et d'avoir un patron. Donc. Oui, bien sûr. Donc il n'y avait pas de problème. Et ensuite, la deuxième grande découverte, c'est le jour où j'ai compris qu'il valait mieux vendre un produit qu'un service. Et ça a été une grande découverte de ma vie. Et pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux être une porn star qu'une prostituée. C'était vraiment la logique profonde du fait que quand on vend un service, on prend toujours à zéro, on a toujours besoin d'aller au prochain client et de recommencer, etc. Oui, puis notre temps est limité. Et donc là, j'ai commencé à gagner de l'argent de façon passive et ça a été une grande découverte. C'est-à-dire que je dormais et je gagnais de l'argent. C'est ton expérience sur les meubles, c'est ça ? Ouais, j'imagine. Ok. J'ai commencé à vendre des meubles en ligne. Et la troisième expérience... Est-ce que juste, peut-être, parce que c'est vrai que nous, en tout cas, on aime bien avoir des chiffres derrière. Ouais. Quand tu dis que tu as gagné ta vie, bon, j'imagine que 7, 8 ans ou 9 ans, tu t'en souviens pas vraiment de combien ça t'a rapporté. 3 dinosaures. Ça m'a rapporté des dinosaures. On pourrait faire le calcul. Toute la collection, donc quelques dizaines ou centaines d'euros tout au plus. La deuxième expérience, tu te souviens de combien ça t'a rapporté ou pas du tout ? Je me souviens très très précisément de l'ordre de grandeur, mais en fait... Je me souviens qu'à l'époque, ma mère devait gagner 2 000 ou 3 000 francs par mois. Et je me souviens d'avoir fait le calcul que j'avais gagné en un site internet ce que ma mère gagnait en 6 mois. Ok. Et donc 18 000 francs à peu près. Ouais, entre 15 et 18 000 francs. Entre 15 et 18 000 francs. Ouais. Ok. Et t'en fais quoi ? Tu fais quoi de cette somme à l'époque ? À cette époque, j'ai une grande négo avec ma mère sur comment l'argent sera utilisé, parce que ma mère me dit on va ouvrir un compte pour tes études et je sais pas. Ça loin. Le projet t'emballait pas de... Non, et je me disais quand même c'est plus sympa de changer de lifestyle. Puis à force de négo, j'ai fini par investir ça en lifestyle. Après, je dépensais de l'argent sans compter, en fait. Ok. Qu'est-ce qui fait que ton autre expérience des meubles, tu l'as eu vers 15 ans. Qu'est-ce qui fait qu'entre 12 et 15 ans, tu as laissé ça de côté et tu t'es concentré sur... je sais pas d'ailleurs. C'est pas le mot concentré. J'ai quand même beaucoup subi ma vie pendant très longtemps. Hein. Okay. Déjà, tu passes je sais pas combien d'heures par semaine à l'école.
tu as une vie sociale, des copains. Et encore une fois, le problème de tout ça, c'est que tu n'as pas l'environnement qui t'encourage. Moi, je me souviens de cette histoire. Je vendais des meubles chez un antiquaire, donc avec cette plateforme en ligne. Et un jour, je faisais dossier de prépa et de Sciences Po. Et je dis à ma mère que je vais raconter à mon prof de maths, parce que j'avais un prof de maths très sympa en terminale. Je sais plus comment il s'appelle. Et il m'avait fait un joli mot dans mon dossier. Et je m'étais dit, bon, je vais quand même lui dire ça, parce que Sciences Po, ils aiment bien les gens originaux. Donc ça aidera peut-être mon dossier de Sciences Po. Et ma mère était terrorisée, parce qu'elle me disait, mais si tu dis ça à ton prof, il va nous dénoncer au fisc. Parce que la seule chose qui comptait dans la tête de ma mère, c'est que je gagnais de l'argent sans être déclaré. Okay. Et que c'était donc très dangereux. Donc si tu veux, il y avait un décalage immense entre mon romantisme de la chose, comme on le voit aujourd'hui, et la réalisation. Okay. Et mon entourage qui était terrorisé, surtout qui ne comprenait rien. Ma mère, par exemple, elle m'a toujours répété que pour gagner sa vie, il fallait travailler dur. Je n'avais pas l'air du tout de travailler dur. Donc, elle comprend aujourd'hui ce que tu fais et comment tu gagnes de l'argent ? Non, pas du tout. Rien du tout. En plus, la presse aide pas, quoi. Je pense qu'elle... J'espère qu'elle n'a pas TikTok. Mais bien sûr qu'elle a TikTok, elle a tout, elle regarde tout. Merde. Mais ouais. Ça, c'est... En fait, c'est pas possible de rompre le gap, en fait. Elle a 79 ans, je peux pas... Ouais. Il y a toute une vie à rattraper, c'est pas possible. Oui, puis elle voit toujours le petit Oussama de 7-8 ans qui vendait des Mr Freeze, donc... je pense que voir l'évolution aussi, ça doit pas être simple pour une maman. Je pense que c'est surtout qu'elle n'a pas les bonnes images mentales en tête. Okay. Pour ma mère, de toute façon, j'ai raté ma vie le jour où j'ai pas fait de doctorat. C'est facile à comprendre. Et donc, même si elle est très fière, parce que... en fait, Sofiane Pamar faisait une blague tout à l'heure que je comprends très bien. C'est-à-dire que ma mère est extrêmement tolérante avec moi parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Donc ça, l'argent, c'est palpable, elle comprend, elle voit. C'est factuel. Et donc, ça lui va très bien. Mais si j'avais eu exactement la même vie sans gagner d'argent, avec la même passion, avec le même plaisir... Tu serais un poète. Je serais un sacré raté. Donc, en fait, pour ma mère, étant donné qu'elle n'a pas une très grande estime du comment, il faut que le quoi soit extrêmement pertinent. Et donc, une fois qu'il y a des résultats, d'un seul coup, on pardonne tout. Avec un peu d'hypocrisie par-dessus, on se dit, mais non, mais machin. Et je pense que ma mère, au fond, elle vit dans un monde où elle se dit, de toute façon, dans le monde des affaires, c'est dur, c'est violent, les gens, ils se font des crasses. Elle pense que je suis dans le jeu, quoi. Donc, c'est pas grave, quoi. Ok, elle pense que c'est légitime ou pas, l'argent que tu gagnes pour elle ? Oui, bien sûr. Par contre, oui. Ok. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de légitime et illégitime, c'est plutôt la question de est-ce que c'est dur ou pas dur. Et pour elle, de toute façon, tout est dur. Alors, c'est pas très grave si ça. Mais c'est vrai qu'elle aurait préféré, le rêve de ma mère, c'est que je sois prof d'université. C'est pas terminé, hein. Écoute. C'est quoi ta troisième histoire ? Ouais, et ma troisième histoire entrepreneuriale dans mon adolescence, c'est le jour où j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent. Donc, j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent en s'amusant, en faisant des sites internet. 2, j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent de façon passive, etc. Et 3, j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent en investissant. Et ma troisième histoire, c'est que j'ai créé mon premier portefeuille d'actions en bourse quand j'avais 17 ans. Suite à l'argent que tu avais gagné grâce un peu d'argent, okay. Exactement, et j'ai acheté. T'as gagné combien d'ailleurs grâce au meuble, si c'est pas indiscret ? Non, c'est rien discret. J'ai dû gagner 1 million de francs au total. Ok, donc à 15 ans ? Ouais. Donc 150 000 euros ? Ouais, c'est à peu près. À l'époque, ça valait plus, j'imagine. Ouais, l'inflation. Ouais, l'inflation. Vite, hein. Ça dépend du lifestyle. Hein. Non, mais entre ça et les mauvais investissements. Et donc, j'ai commencé à investir en bourse. Et en fait, c'est assez marrant comme histoire, c'est que je me suis pris dans ma propre frénésie. Parce qu'en fait, j'ai eu un déclic où je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner de l'argent avec de l'argent. Ok. Alors ça, c'est pour moi, c'était magique. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi cette blague ? Tu as de l'argent, tu donnes de l'argent, on te rend plus d'argent. Ce que j'avais pas compris, c'était le taux de risque. Et donc, j'ai fait mon premier investissement, j'ai gagné plein d'argent. J'ai fait mon deuxième investissement, j'ai gagné plein d'argent. J'ai investi encore plus, j'ai pris des leverages, des marges, des trucs. Et j'ai eu plus rien. En bourse ? Ouais. Okay. Quand je suis rentré en prépa, j'étais ruiné. C'est-à-dire que je suis arrivé en prépa, j'étais à nouveau très pauvre.
Ok. Et T'étais un et étudiant pourtant, normal. Ouais. Ouais. Normal, je suis pas sûr que ce soit le mot, mais Financièrement. financièrement, ouais, j'étais à nouveau. Et donc à nouveau, et je me suis retrouvé dans une situation personnelle où en fait j'avais à nouveau besoin de gagner ma vie 1 an après ma prépa. Parce que j'ai quitté la prépa, donc j'étais plus à l'internat. Donc t'as fait 1 an en prépa. J'ai fait 3 mois en prépa. 3 mois. Ok. Et ça, Après, j'ai c'est... gardé 6 mois. Alors par contre, c'est vachement intéressant parce que tu disais que le système scolaire était pas forcément intéressant en primaire, etc. Et que tu t'es dit quand est-ce que ça va arriver. Pour le coup, j'ai fait une classe préparatoire de mon côté. Moi, j'ai trouvé ça hyper épanouissant. Alors c'était économique, mais sur le principe, j'imagine qu'en plus littéraire, si le sujet nous intéresse, et c'est peut-être là le point, mais on va y venir, c'est quand même vachement intéressant. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas continué ? J'avais lu un livre qui s'appelait Normalien dans l'entre-deux-guerres par un sociologue qui s'appelle Cirinelli. J'ai pas la référence honnêtement. Qui raconte la vie des prépas dans l'entre-deux-guerres. C'est l'époque où il y avait Jean-Paul Ouais. Sartre en prépa, tout ça. Ok. Et en fait, j'ai passé tout l'été à lire ça. Je suis arrivé en prépa. Et là, je suis pas tombé de la montagne. Là. Ouais. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas accroché. Après, si ça se trouve, dans un univers parallèle, je travaillais dur. Encore une fois, j'en vois pas la pierre à la prépa parce que j'avais pas les bonnes qualités intellectuelles. Je pense que tu as une excellente mémoire. Tu laisses en tout cas, j'imagine, oui, au vu. mais ça sert pas à grand chose, ça. C'est pas le sujet. Oh, tu crois ? Non. Je pense que le sujet, c'est plus. Bah, tu vois, un truc à la con. En fait, en prépa, il faut mettre beaucoup de travail pour peu de résultats au début. Ouais, pour un résultat qui vient dans le temps. Bah, je sais pas faire ça, moi. Ok. Moi, si je mets beaucoup de travail, il faut que le résultat soit immédiat. S'il n'est pas immédiat, je fais autre chose. D'accord. Ok. Donc, j'arrivais pas trop à comprendre l'intérêt d'aller détruire ma vie émotionnelle, amoureuse, économique, investir tant d'heures pour au final aller dans un truc comme ça, quoi. Et a posteriori, t'en penses quoi aujourd'hui ? C'est quoi ta vision sur la classe préparatoire ? S'il y en a qui nous écoutent et qui réfléchissent à y aller l'année prochaine, parce que pour le coup, la rentrée, ça va être plutôt l'année prochaine. Je pense que la classe prépa, c'est génial si on a vraiment envie de faire quelque chose qui est nécessaire. Il faut le voir comme une nécessité plutôt qu'une fin. Donc si on a vraiment très très envie d'aller faire une école d'ingénieur, etc., j'encourage les gens à faire des études et les études qu'ils ont envie. Mais en fait, il faut comprendre que c'est pas le seul chemin possible. Ouais. Et qu'entre être un bon élève à la fac et un mauvais élève en prépa, je pense qu'on vit dans un monde où être un bon élève à la fac, avoir du temps libre et faire des choses à côté qui sont enrichissantes, ça a plus de chances d'amener quelque chose d'intéressant dans la vie que d'être un mauvais élève en prépa, de passer 40 heures par semaine dans un système qui t'écrase, de sortir démoralisé et en n'ayant aucune confiance en soi. Ouais, moi je mettrais en perspective en disant que ça dépend aussi du caractère. Et je pense que si tu as une force de caractère, tu peux avoir une phase de progression hyper intéressante. Par exemple, moi quand je suis arrivé en prépa, je faisais encore beaucoup de fautes d'orthographe, j'avais du mal à m'exprimer, à l'écrit, principalement. Et en fait, ça m'a donné une structure sur l'écriture, de la rigueur et un apprentissage sur les langues de manière générale, là où je pêchais de loin le plus. Et donc, pour le coup, ça m'a vraiment soutenu. C'était dur, c'était éprouvant, mais a posteriori, sur l'ensemble de mon cursus scolaire, si je devais donner un avis, je mettrais une très bonne note à la classe préparatoire. Un peu moins, une note différente, en tout cas à l'école de commerce qui a suivi, mais Audencia. Mais ça permet, je trouve, d'apprendre et de progresser sur ces sujets-là, en tout cas. Sans doute. Nous avons deux visions différentes. Non, mais même pas. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs chemins possibles et qu'il faut juste savoir dans quoi on s'embarque. Et pour le coup, là où je te rejoins, c'est si ça t'écrase et que t'as pas forcément le caractère pour sortir après 2 ans parce que c'est dur mentalement. L'école le soir, tous les DS le samedi matin, etc. C'est pas facile. Surtout quand tu pars de loin, mais si tu as envie d'avancer sur ces sujets-là, c'est-à-dire l'orthographe, l'apprentissage des langues,
bon, compréhension mathématique a posteriori, sauf si tu fais de hautes études au niveau de l'ingénierie, je vois pas tellement l'intérêt de pousser autant les mathématiques. En tout cas, je l'ai pas encore compris, mais j'imagine qu'il doit y avoir une réflexion derrière, sinon ça serait pas mis en place. De sélectionner les gens. La prépa, c'est pas une institution d'éducation, c'est une institution de sélection, c'est le problème. Tu prends les 1% d'une génération les plus brillantes et puis tu transformes 90% d'entre eux en dépressifs. Ça marche bien comme système. Hein. Tu prends 10% en Ça donne envie en tout cas. Tu prends 10% en grande école en leur disant qu'ils sont les meilleurs des meilleurs et après on a nos élites françaises. Enfin, de toute façon, le système marche pas en France, on le sait, mais on va pas le changer. Donc, Et pourquoi on le change pas selon toi, si tout le monde est au courant que ça marche pas? Pourquoi changer un système qui te profite? Les élites, elles sont très heureuses. Ouais, c'est plus dans ce sens-là. Il n'y a jamais de problème pour eux. Donc, en plus, ils ont une légitimité par le travail. Parce qu'ils se disent que comme ils ont beaucoup souffert, ça justifie tout. On le voit avec les énarques. Le cours de l'ENA est horrible. Résultat, les énarques sont horribles. Ils ont une légitimité à être horribles. C'est quelque chose, j'en ai fréquenté beaucoup. Ils ont une légitimité à être horribles parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à travailler très dur. Donc, mais encore une fois... tout ceci date d'un monde qui n'existe plus. L'apparition de l'intelligence artificielle, l'apparition de la technologie, tout ce qui s'est passé dans la société sur les 150 dernières années ont eu des profonds bouleversements sur la sociologie du monde et sur la compétitivité du monde. Et c'est pas pour rien que la France est en décrochage total. Je veux dire, la France est en décrochage parce que les élites au plan international sont beaucoup moins adaptées à la compétition mondiale que ça. Je peux vous raconter une anecdote entrepreneuriale, comme ça on continue. Vas-y, bien sûr. Et juste avant, moi, tu vois, j'ai eu, alors je sais, j'ai pas vérifié l'information, mais paraît-il, alors j'imagine que c'est lié au Brexit, mais Paris redevient justement une place financière de. C'est bullshit. Tu crois pas? C'est bullshit. C'est pas, je crois pas, c'est bullshit. Ça, on en parlera si tu veux. Ok. Bon, vas-y. Je te raconterai comment on fait genre de... Je peux te raconter comment les gens qui établissent ce genre d'éléments de langage travaillent. Bah, ça m'intéresse. Parce que j'ai été dans ces salles-là, donc je connais l'histoire. Ouais. Donc, anecdote entrepreneuriale, j'ai 20 ans. J'ai créé une entreprise avec un normalien et un polytechnicien qui s'appelle Ipios et qui est une plateforme de résolution de problèmes scientifiques de pointe. Donc, quand tu as un problème scientifique, tu viens nous voir. Et nous, on demande à tous les chercheurs du monde s'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà résolu ce problème. Et à l'époque, on est un peu ambitieux et on décide d'ouvrir un bureau aux États-Unis. Okay. Et donc, on cherche un directeur pour diriger la filiale américaine. Et donc, on fait passer des entretiens à des dizaines de personnes. Premier entretien, à l'époque, moi, j'étais étudiant à la Sorbonne en philo. Et les types demandaient qu'est-ce que vous faites dans la vie? Le type, il dit je suis polytechnicien. Poly quoi? Polytechnicien. Jamais entendu parler. Ça fait quoi? Vous êtes technicien? Non, c'est une école d'ingénieur. Ah, ok. Ingénieur en technique. Et dialogue de sourds. Après, l'autre, il disait moi, je suis normalien, de la rue d'Ulm. Vous étiez à la rue? Ulm. Ulm. Et donc, il passait. Et après, moi, je disais moi, j'ai fait philo à la Sorbonne. Et les Américains disaient la Sorbonne. That's amazing. Au 4e entretien, il était devenu ingénieur à la Sorbonne et l'autre économiste à la Sorbonne. C'est-à-dire que confronté aux Américains, en fait, d'un seul coup, ces Français qui étaient tellement fiers de leur titre de noblesse qui n'a aucun marketing international. Pendant des années, quand tu allais sur le site de Polytechnique, le site n'était qu'en français. Genre, personne ne connaît l'école Polytechnique ailleurs. Alors que la Sorbonne, c'est une marque qui existe depuis le XIIe siècle, c'est vrai. qui est connue mondialement, que les gens croient être prestigieuse. Et moi, dans ma tête, je me disais, les pauvres, ça devait être tellement dur pour eux. Et cette transformation de j'essaie de me présenter, j'essaie d'expliquer, bon, j'en ai marre, je dis que je suis ingénieur à la Sorbonne. On va faire simple. On va faire simple, on va pas passer des heures. Et ben moi, ce jour-là, cette anecdote-là, a été un très très grand marquant de ma compréhension de la situation de la France dans le monde. C'est-à-dire que la France, c'est un pays qui a très 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 bien réussi son 19e siècle, qui a eu un 19e siècle hors du commun, qui pendant ce 19e siècle a créé toutes ces institutions polytechniques. En gros, il y a un Corse qui a été plutôt pas mauvais, et qui s'appelle Napoléon, et qui a créé pas mal de trucs sur lesquels on vit.
Ensuite, on s'est comporté comme des pourris gâtés qui ont vécu sur le prestige de ces institutions, en étant complètement isolés du reste du monde et en ne faisant jamais aucun effort pédagogique pour expliquer la spécificité ou l'intérêt ou la valeur de tout ce qu'on avait fait en France. Jamais. On n'a jamais fait cet effort. On va quand même pas parler anglais, on va quand même pas apprendre aux gens à parler anglais. Si on avait le malheur de leur apprendre l'anglais, un jour, ils arrêteront de parler français. C'est ce que, grosso modo, 99% des politiciens pensent dans ce pays. Tu me dis si je me trompe, mais en plus, à cette époque-là, ou peut-être un petit peu après, le français faisait partie ou était aussi plus international que la langue l'est aujourd'hui. Donc peut-être qu'on s'est endormi sur ces bases-là. Je pense par exemple aux Jeux Olympiques qui jusqu'à... Je sais pas d'ailleurs s'ils sont passés... je me retourne vers vous, je sais pas, mais les Jeux Olympiques, quand est-ce qu'ils sont passés en anglais, s'ils le sont ou pas encore, mais je crois que la langue officielle, jusqu'à il y a pas si longtemps, on a hérité de cet héritage jusqu'à il n'y a pas si longtemps sur les Jeux Olympiques. Je crois qu'à la Seconde Guerre mondiale, on a perdu tout statut du français dans le monde et on a fait semblant de ne pas s'en rendre compte. Ah ouais? Un peu quand même. Ouais, non mais certainement. Hein. Non mais c'est une réflexion. Là, je réfléchis à haute voix en même temps en t'écoutant. Clairement, la France s'est comportée comme si elle avait encore de l'intérêt dans le monde, sans faire aucun effort pour se promouvoir, pour se donner de l'importance, pour connecter, pour faire valoir ce qui était spécifique dans son histoire. Et t'as pas le sentiment que son histoire était suffisante. Ouais, ça suffisait. Il y a eu de la suffisance. Ouais, énormément de suffisance. Et t'as pas le sentiment, on dérive, mais on va pas se laisser avoir, on va continuer sur l'histoire. mais t'as pas le sentiment qu'il y a un changement quand même justement par rapport à ce Brexit où l'Angleterre était peut-être un peu leader sur l'Union européenne et là justement, moi je peut-être un peu chauvin en pensant ça, mais j'ai le sentiment quand même qu'on a tendance à avoir une dynamique qui s'enclenche un petit peu, peut-être pas autant que j'imagine, mais ou que j'espère, mais. T'as déjà été au bureau de Goldman Sachs à Paris ? Non. Jamais allé. Je t'invite à y aller cette semaine. Donc tu vas, tu sonnes à la porte, tu marches dans les couloirs. Il y a plein de bureaux vides. La France est devenue le grand réceptacle de la finance après le Brexit pour une raison très simple. C'est une raison réglementaire. Dans le Brexit, Londres a eu le choix entre sauver la City et sauver les pêcheurs. Pour une raison très inconnue et incompréhensible, ils ont fait le choix de sauver les pêcheurs. Ouais. Et ils ont abandonné leurs finances. Bon, les Anglais sont assez pragmatiques. C'était le deal à un moment donné par rapport à la Manche, c'est ça ou Ok. C'était l'un ou l'autre. Okay. Ils ont décidé de sauver les pêcheurs. Résultat, toutes les banques ont dû commencer à prétendre que des gens sont à Paris. Ils ont acheté des bureaux. Ils ont rempli des étages et des étages de bureaux qui font de très belles statistiques. Et il n'y a personne dedans. Okay. Personne. Tu vas chez JP Morgan à Paris, Goldman Sachs. C'est vide. Les couloirs sont vides. Mais c'est très facile à comprendre. Il n'y a personne qui veut supporter vivre à Paris. Je veux dire, tu vis à Paris seulement si tu es forcé d'y vivre. Personne qui n'a le choix vit à Paris. Il y a pas de... Il y a quand même des grosses fortunes. Pareil, je dis peut-être une bêtise, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de grosses fortunes qui font le choix de rester vivre à Paris. Donc c'est qu'il doit y avoir quand même des choses agréables. Ou alors, historiquement, ils ont leur famille. Vraiment ah non, mais bien sûr, ça c'est le sujet. C'est comme Goldman Sachs. Ils ont des adresses, ils ont de l'hypocrisie, ils racontent des histoires. Et après... Toi, tu penses pas qu'ils y vivent ? Alors non seulement je sais qu'ils y vivent pas, et même quand ils prétendent ne pas avoir d'avion privé, ils en ont. Donc, mais on vit dans un monde, en fait, depuis l'apparition des réseaux sociaux, on vit dans un monde où il y a une prime immense à l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu as deux choix. Soit tu dis la vérité et tu te fais taper dessus toute la journée, et tu as une forme de transparence. Et c'est pas irrationnel comme attitude, parce que c'est ma stratégie à moi, qui est d'être plutôt franc et d'être plutôt transparent et de gagner comme ça une communauté de gens extrêmement forte. Donc 80% des gens te tapent dessus, mais les 20% qui te tapent là-dessus sont d'une très 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 grande qualité. Et comme les diamants sont créés dans la pression, et tu subis la pression et tu vis avec la pression. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un choix. Et c'est un choix que peu de gens font. L'autre choix, c'est de dire ce que les gens ont envie d'entendre. Et on vit dans un monde où la prime à l'hypocrisie est exponentielle. Plus tu es hypocrite, et plus le système te donne de gratification. Et le système médiatique, les journalistes, les politiques, etc., ils mettent la machine en branle-bas de combat. On l'a vu avec Bill Gates sur les 25 dernières années. Bill Gates, ça reste un homme d'affaires sanguinolent qui n'aime qu'une chose, l'argent. Dans toutes ses actions, il le prouve d'année en année. Mais comme il a été dire à tous les gouvernements du monde qu'il allait sauver le monde, vaincre la malaria, il y avait une faire je sais pas quoi, il a des passe-droits. Pendant ce temps-là, Elon Musk,
a un impact réel sur la vie des gens tous les jours. Et tous les jours, il y a un article pour le démonter quelque part dans le monde parce qu'il refuse de jouer à ce jeu de l'hypocrisie. C'était la même chose avec Steve Jobs. Steve Jobs se faisait traiter de tous les noms parce qu'il refusait de jouer à ce jeu de l'hypocrisie. Moi, je me souviens d'une de mes interviews préférées de Steve Jobs où on lui demande « Vous avez donné combien cette année en charité ?» Il dit 0. Rien, mais comment ça, vous voulez pas redonner aux pauvres? Il dit bah non, les pauvres ils savent pas quoi faire de l'argent. Je vais pas quand même donner mon argent à des gens. Et je me souviens, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Comme réponse, je me suis dit tiens, je suis à peu près d'accord. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, il y a des problèmes beaucoup plus graves, que c'est un sujet compliqué, qu'en fait, c'est pas en donnant de l'argent qu'on va résoudre les problèmes, que c'est pas son rôle de résoudre ces problèmes-là. Enfin, tu vois, il y a plein de sous-entendus complexes qu'on pourrait analyser. Mais non, la seule chose qu'on a retenue, c'est que Steve Jobs est un connard. Point. C'est facile. Zéro nuance. C'est pas. Là, on parle des Américains. T'as un exemple de Français aujourd'hui Pas hypocrite. Ouais. À part Oussama Hamar. C'est vrai, il y en a pas aujourd'hui sur la scène qui ont une présence assez forte. Macron, il a de temps en temps des. c'est par pic. Oui, ça sort de son corps, traverse la rue, il va trouver un travail. Je l'avais en tête. Et après, il en entend parler pendant des mois et des mois et des mois. Mais lui, je pense qu'il est par nature hypocrite parce qu'il n'a pas le choix. Un Français décédé Bernard Tapie. Ouais. C'est vrai que Bernard Tapie a représenté ça pour une génération. Après, moi, j'ai pas connu Bernard Tapie. Alors, là, il y a la série Tapie, etc. Mais je me méfie parce que je sais pas, les réhabilitations comme ça, qu'est-ce que ça vaut J'ai pas qui a dit que qui est un peu négatif. Ouais. Je pense que la famille a prévu aussi d'en faire un. Ah ouais. Il y a une controversion. Ça sent la controversion. Je trouve que dans les interviews, ça sent clairement la controversion. La femme a été interviewée. Effectivement, elle ne retrouve pas le côté, je suis assez d'accord, le côté autoritaire de Tapie dans le personnage. Et oui, surtout, elle indique que. Tu l'as vu la série ? Non. Elle indique que le poste qui est le sien dans la série n'était pas celui qu'elle avait dans la vie au quotidien. Ouais, c'est ça qu'elle remet en en ce qui la concerne. En ce qui la concerne, moi j'ai essayé de regarder, et pourtant Dieu sait que je suis un fan de Bernard Tapie et d'avoir regardé beaucoup de choses, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. Parce que j'ai pas retrouvé effectivement le côté grande gueule, le côté. En fait, il est presque trop gentil dans la série. Et finalement, c'est pas l'histoire qu'on en retient, pour citer Oussama Hamar par exemple. Non, parce qu'en fait, il a quand même cette image de grande gueule et clairement, on retrouve pas ça. On retrouve pas cette version-là. Donc, bon, on revient à nos moutons. Allez. T'as 20 ans, tu montes Epios, c'est ça ? Ipios. Ipios. Here, your problem is our solution. Okay. Un acronyme. C'était quoi l'objectif en 2 mots ? C'est très simple. Tu as un problème scientifique que tu n'es pas capable de résoudre. Au lieu d'essayer de le résoudre en interne, tu demandes à tous les chercheurs du monde comment le résoudre. C'est le Facebook de la... Ouais. Ok. Exactement. Hyper smart. Ouais. Et en fait, on avait trouvé une technique. C'est qu'on envoyait des emails au nom d'une femme qui s'appelait Charlotte Donabella, qui n'existait pas, qui était doctorante en maths. Et qui, à chaque fois qu'elle écrivait un chercheur, le chercheur répondait dans la minute pour réfléchir. Parce qu'il allait sur Internet, tapait Charlotte Donabella, il voyait les photos de la vraie Charlotte Donabella. Sauf qu'on avait créé un profil LinkedIn qui disait qu'elle avait un doctorat de maths. Et donc les mecs croyaient que la vraie Charlotte Donabella qu'ils voyaient sur les photos était doctorante en maths. Et ils se disaient, mais ça y est. Si je lui donne la bonne réponse, elle est à moi. L'univers m'a envoyé la femme de ma vie. Si en plus je trouve la réponse, c'est bon. Et je me souviens de cette découverte. Ça, c'est une grande leçon que j'ai prise, c'est de l'importance de la psychologie humaine et surtout de l'importance de voir le monde tel qu'il est et de l'aimer pour ses défauts, plutôt que de lui souhaiter des qualités idéales qui n'auront jamais lieu. Et je me souviens, on envoyait des emails et personne ne répondait à nos emails. Et en plus, les chercheurs, c'est une population de gens, on va dire, je sais pas comment le dire gentiment, mais... Condescendant ? Ouais, pas très agréable. Donc... c'est pas le cas de tous, mais... Je crois que les 6 premiers mois où j'ai envoyé des emails, j'ai jamais eu autant de menaces de poursuites juridiques pour spam de ma vie. Tous les jours, je recevais des lettres de types qui disaient « Vous m'avez envoyé un email non sollicité contre les règles de machin. » J'étais ça va, calme-toi. On veut régler un problème. Voilà, ça va se détendre. Et donc, on devait avoir, je sais pas, un taux d'ouverture de 1 ou 2% d'emails.
Lorsque j'ai créé Charlotte Donabella et que j'ai envoyé les emails en tant que Charlotte Donabella, on est passé à 60-70. Extraordinaire. Et je me souviens, enfin, là, je me suis dit, bon, en fait, il faut arrêter de. La nature humaine, elle est ce qu'elle est et il faut faire avec. On joue avec les règles, on n'essaie pas de réinventer les règles du jeu, quoi. Ça a duré combien de temps cette aventure? Je sais pas. Il n'y a aucune réponse dans le public. Je crois que ça restera. Il aurait fallu reprendre les dates exactes, mais. Non, mais en gros, 6 mois, 1 an Bah, ou non, plutôt j'ai créé- 3 ans, 5 ans? Non, j'ai créé ça en 2008. Ok. Non, j'ai créé ça en 2007. On a levé en 2008 en pleine crise financière. T'avais levé de l'argent à ce moment-là? Ouais, on a levé beaucoup d'argent à ce moment-là. Et en 2012, j'ai été viré de la boîte. Viré. De ta boîte. Ouais, bon, c'est classique. Il n'y a rien de très intéressant là-dedans. Mais vous étiez déjà un peu gros ou vous étiez toujours 3? Non, on était gros. Quand j'étais viré, on était 50 salariés, 60 salariés. Du coup, avec les bureaux en France et aux États-Unis, ou vous aviez. Partout, en France, aux États-Unis. On avait des clients, on avait Kellogg's. On a résolu des problèmes pour EADS. Ah, donc c'est une aventure entrepreneuriale qui t'a permis de générer des revenus quand même à un moment donné entre 20 et 23 ans, c'est ça? Ouais, non, c'était une vie très sympa, ouais. C'était une vie très sympa. Puis en plus, ça m'a fait découvrir les États-Unis. Et j'ai décidé de rester un peu aux États-Unis. Je passais 2 ans aux États-Unis comme ça. Parce que j'avais un bureau à Irvine, Californie. Ok. Pour les gens qui connaissent la région, j'avais un bureau sur le parking d'un In-N-Out. Vous connaissez In-N-Out? Non. T'as j'ai jamais été aux États-Unis? Non, jamais. Ouais, 2 fois, Tu ouais. vois ce que c'est? Ok. C'est le meilleur burger du monde. Moi, je me suis dit, je veux rester là et manger ce burger. Je veux pas retourner là-bas, quoi. Ok. Bon, on attire les publics sur les réseaux sociaux et en vrai, parce que vous le voyez pas derrière la caméra, on n'a jamais mis ça dans un podcast. Hein. C'est pas faute d'interviewer du monde. Bonjour à tous. Hein. D'habitude, on est 3 dans un bureau. Ok, trop cool. Est-ce que, juste avant qu'on continue après 2012, j'imagine que ça va être The Family, c'est ça qui arrive, en gros? Ouais, en fin 2013, The Family, ouais. On peut revenir sur, avril 2013. si ça prend quelques secondes, parce que tu m'as dit, je peux te raconter comment ça se passe pour ces histoires, comment on explique que Paris, c'est une belle capitale. Alors, Bah, en est-ce fait- que ça prend 2 minutes si tu nous Ouais, l'expliques? ça prend 2 minutes. En fait, il y a 2 choses. La réalité complexe, la communication est simple. Donc, tout le monde a envie de retenir l'histoire qu'il a envie de propager. Donc, les gens sont à la quête d'un élément, d'un biais, d'une stat, d'une information qui leur permet de pouvoir justifier la position qu'ils ont envie. Par exemple, toi, tu as envie de te dire que Paris, c'est pas une ville de clochards. Ça tient beaucoup à ton. Donc, tu vas avoir toute une série de data qui vont venir prouver ça. Et donc, tu vas toujours être en quête de ça. Il y a des gens dont le métier, alors, les Anglais appellent ça des spin doctors. Donc, c'est des gens, en fait, qui trouvent les éléments qui spinent l'opinion. Et leur métier, en fait, c'est d'aller trouver les éléments de langage qui ont l'apparence d'un argument rationnel, mais qui, en fait, n'est pas vraiment construit, n'est pas un raisonnement, mais qui permet de pouvoir propager une idée importante à un moment donné. Et c'est comme ça qu'on construit les opinions publiques, en gros. Et il y a à un moment donné, il y a plein d'histoires contradictoires. Alors, depuis que la France a le Brexit, l'histoire qu'on veut spinner, c'est que l'Angleterre est sur le déclin et qu'on gagne plein d'avantages grâce au Brexit. Si tu interroges un chercheur sur le sujet, à peu près tous les chercheurs sont d'accord pour dire qu'on ne sait pas, que de toute façon, pour voir les effets réels du Brexit, il va falloir 25 ans. Ok. Que de toute façon, les cycles économiques de décision, d'investissement, de compétitivité, etc., sont tellement longs qu'ils ne sont pas résumables à une position. Mais par contre, on peut trouver des éléments spectaculaires qui permettent d'arranger une situation donnée à un moment et de donner une histoire. Et la finance à Paris et les banquiers à Paris, c'est une histoire qui a été spinée par un mec très précis, qui a un intérêt très précis à spinner cette histoire. C'est les patrons de boîtes de private equity à Paris, notamment KKR. Pourquoi ? Parce que ces boîtes-là, en fait, à un moment donné, elles se sont rendues compte que la France avait une caractéristique assez unique en Europe, c'est qu'il y avait plein d'entreprises à racheter qui étaient en cours de transition avec les baby-boomers
et qui n'avaient pas de repreneurs naturels parce qu'on a un tissu entrepreneurial assez pauvre. Mm. Donc on n'a pas beaucoup de gens qui sont là pour reprendre ces boîtes. Et donc ces gens-là ont commencé à spinner une histoire pour se faire bien voir des politiques publiques. Et donc à chaque fois qu'ils rencontrent nos leaders, ils leur disent « Ah là là, la finance à Londres, c'est fini. C'est Paris maintenant, la place. » Et moi, je l'ai vu de mes yeux à l'Élysée, je l'ai vu de mes yeux à Matignon. Et donc les gens ont tendance en fait à un moment donné à dire aux hommes politiques ce qu'ils veulent entendre. Et si les gens veulent enquêter sur ce phénomène-là, il y a un exemple historique hors du commun. C'est John Chambers, le PDG de Cisco, qui disait exactement les mêmes éléments de langage à 3 endroits différents dans le monde, au même moment, avec toute la scène politique qu'il reprenait. Donc il venait à Paris et il disait « I think Paris is the next entrepreneurship place. I'm so amazed about the energy and the talent and what is happening here. » Pourquoi ? Parce que Cisco avait un enjeu d'investissement auprès des pouvoirs publics et donc il vendait la soupe. Et il faisait exactement le même discours en Inde et à Taïwan. Et il y a des mecs qui ont commencé à couper les vidéos avec les mêmes discours et disent India is the next place. Taïwan is the next place. Et en fait, le mec, il avait juste un discours bien travaillé. Et tu voyais tous les hommes politiques locaux dire attendez, c'est John Chambers, PDG de Cisco, qui raconte ça. La réalité, de toute façon, elle est toujours complexe. Elle est jamais résumable et elle est jamais simple. Par contre, il y a des phénomènes de long terme. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est jamais de regarder qu'est-ce qui s'est passé sur les 2-3 années, mais plutôt de se poser la question, qu'est-ce qui se passe sur les 25, 30, 40 dernières années et quel est le chemin qu'on est en train de prendre. La tendance, ouais. La tendance. Et la tendance française, je sais qu'à chaque fois que je dis ça, je ne m'attire pas des amis, c'est une paupérisation généralisée. La France est un pays de plus en plus pauvre. Point. Si tu prends toutes les métriques objectivables sur le sujet, à savoir revenu médian, revenu moyen, répartition de la courbe des revenus, on est dans un pays où les gens sont de plus en plus pauvres. Point. Et ça, nos hommes politiques, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous raconter que la mondialisation, c'est dur, que c'est de la faute de l'Europe, que je sais pas quoi, machin. Il n'empêche, il faudrait peut-être à un moment donné prendre très très peu d'indicateurs de performance, se concentrer sur ces indicateurs de performance et ne parler que de ces indicateurs de performance. Et passer notre temps à essayer de nous justifier en disant que c'est mieux qu'ailleurs, moins terrible qu'ailleurs, que c'est pas si catastrophique que ça, etc., ça va pas rendre un service à ce pays. Et moi, j'ai été dirigeant d'une entreprise dans ce pays pendant 10 ans, j'ai vu la complexité que c'était de diriger une entreprise ici. Je l'ai fait une fois, je ne le referai pas 2. C'est bon, j'ai donné. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est pris. Ça doit être un côté maso. Voilà. Et je pense vraiment qu'en tant qu'amoureux sincère de la France, de ce pays, de sa culture, etc., ça me désole qu'on n'arrive pas, non pas à trouver des solutions, mais ne serait-ce que poser le problème correctement. Et en fait, aujourd'hui, le problème du débat politique français, du débat économique, du débat philosophique français, c'est pas qu'on n'est pas d'accord sur les solutions à donner, c'est qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le problème. L'état des lieux, oui. Dès qu'on parle en France du moindre état des lieux, un peu précis, sévère, en disant, bon, là, il faut se ressaisir, on a un problème, c'est un peu comme si tu parlais à un pote alcoolique et tu dis, frère, t'as un problème avec l'alcool? Et c'est pas vrai. Mais t'as vu combien t'as bu hier? J'ai bu que 5 verres. Mais non, t'en as bu 10. Non, j'en ai bu 5. Mais de toute façon, 5 ou 10, c'est beaucoup. Bah non, je connais John. Il en a bu 12. Voilà, ça c'est à peu près le niveau du débat. Et on peut pas rester en fait dans ce débat. On est assez d'accord. Et en fait, je pense que les choses ne changeront pas. Je pense que maintenant, c'est trop tard. J'ai un peu cette sensation que la tendance... J'espère que ça changera. Hein. Si ta vision... Bah, pour le coup, si je peux me permettre, après, encore une fois, je suis peut-être trop optimiste, mais peut-être que sur les 30-40 dernières années, on avait ce chemin-là. J'ai le sentiment, en tout cas, l'envie de me dire qu'on en prend conscience, que si nous, on le voit, il y en a d'autres qui le voient aussi, ou alors il y a un intérêt plus global qui est de faire péricliter la France, mais je vois pas lequel. Mais sinon, si, il y a plein de raisons qui peuvent... en découdre, mais en tout cas, je pense sincèrement qu'on en prend conscience et qu'on essaye de repartir sur quelque chose de plus sain. J'espère, en tout cas.
Tu crois pas du tout. Plus mon problème. C'est l'ignorance de la jeunesse. Plus ton problème, oui et non, parce que tu restes un amoureux de la France, je pense. Ouais, malgré mais tout. moi, je pense que c'est un très beau musée. Enfin, Tu t'es fait ta France à toi en fait, ouais, ici. voilà, bah, tu vois, regarde. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on est au domaine d'Ablon. Mais on va y venir après. C'est intervenu quand d'ailleurs dans ton. Quand est-ce que tu es arrivé ici pour la première fois? En 2019, T'es tombé amoureux tout de suite de l'endroit? après un premier jour. Ok. Et tu viens tous les ans? J'y viens tout le temps. Tout le temps? Ouais. Enfin, Si t'es pas à Dubaï, t'es ici. quand même pas, mais je viens souvent. Je ne Ok. saurais pas dire. Là, tu y es La depuis, fréquence. par exemple? Là, ça fait une semaine qu'on est là. Ok. On part, on vient, on part. Ok. Après, tu sais, souviens-toi, moi, je prends l'avion comme on prend le bus. Donc, une autre Parfait. forme d'hypocrisie dont il ne faut pas parler. T'as des gens qui disent qu'ils prennent pas l'avion et qui le prennent tout le temps? Bien sûr. Ouais. Il y en a même qui dirigent des organisations Des ONG? Ah ouais? écologiques très célèbres. Ouais. Ça, c'est Genre magnifique. WWF? Non, mais eux, tout le monde le sait que c'est des hypocrites. Mais des plus modernes. Tu vois, qui lèvent des fonds collectivement pour investir dans l'avenir de la planète. Ok. C'est magique. Et qui sont tout le temps dans des avions. Ah ouais? Bien sûr, mais c'est normal. Co- Attends, co- mais de toute façon, comment tu veux qu'ils fassent leur boulot, les mecs? Enfin, les gens, ils vivent sur quelle planète? La dernière fois, j'ai vu une publication LinkedIn d'un mec qui voulait prouver qu'on n'a plus besoin de prendre l'avion. Et il avait pris 3 trains pour aller au G20 en Finlande. Il avait mis 4 jours et il appelle ça le slow travel. Je dis, mais en fait, il a un niveau de luxe que les gens peuvent pas avoir. Ouais. Si moi, à chaque Ouais. fois que je décide d'aller quelque part, ça me prend 4 jours en train, Ouais, tu t'en sors je plus. vais pas aller souvent quelque part, en fait. Et tu vois, pour étayer ce que tu dis, parce que j'imagine que au Canada, il est pas connu, mais j'étais à Cannes l'année dernière et il y avait des énormes yachts. Et du coup, moi, ça m'intéressait. Alors, j'ai regardé qui était le propriétaire. Et puis, il y en avait un, alors j'ai pas retenu son nom malheureusement, mais il y avait un des yachts, mais gigantesque. Hein. On parle de yachts qui font, je pense, parmi les plus gros yachts au monde. Et il y en avait un, il dirigeait une entreprise green au Canada. Mais vu Ouais. qu'il avait son yacht à Cannes, j'imagine que pas grand monde va le voir. Du coup, tout le monde s'en fout un peu. Et là, ça m'a mis. Enfin, en tout cas, il y a une réflexion qui s'est posée derrière. Bah, regarde Leonardo DiCaprio. Oui. Il fait toutes les semaines un film sur la planète dans son yacht et dans son jet. Je sens pas que Leonardo ait pris un vol commercial un jour dans sa vie. Enfin, ce qui est normal. Enfin, si t'es Leonardo DiCaprio et que tu dois voyager en train Ouais. pour aller en ferry pour aller aux US, Tu t'en sors. je veux bien que les gens soient à ce point Romantique. D'ailleurs, je sais plus qui m'avait raconté récemment cette connerie du pauvre type là condamné en France. Récemment? Non mais il y a un homme politique qui était obligé de prendre le train plutôt que l'avion. C'était une demi-heure d'avion son trajet. Et résultat, il perdait 7 heures en train toutes les semaines pour aller quelque part dans sa circonscription. Il me disait, mais t'as vu ces conneries et en fait... Ah oui, ça y est, je me souviens de l'histoire. Il prenait la voiture et donc en fait, comme il était protégé, il avait 8 voitures dans le convoi. Tout va bien. Mais il disait que ça consommait moins que l'avion. Mais, en fait, tu vois, ça Ouais. donne des absurdités Ouais. comme ça, en fait. Hmm. Ouais, bien sûr, je comprends. Oui, de l'hypocrisie dont on parlait en fait, tout simplement. Bah, la prime à l'hypocrisie, c'est quelque Mm. chose de réel. 2012? Ouais. Tu rentres en France? Ouais, enfin non, c'est Enfin, en, tu 2000 t'étais en déjà- 2013. En 2013, j'entre en France en 2013 et je crée The Family en 2013. C'est toi qui as créé The Family? C'est ok. moi qui ai créé The Family. Ouais. Donc, t'as lancé tout seul le projet au départ? Non, j'étais avec Alice Zaguri et Nicolas Collin dès le début. Ok. Ouais, vous créez la boîte ensemble À 3, ouais. à 3. Ok. Voilà. T'avais déjà la vision. Est-ce que, d'ailleurs, je vais te poser la question, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais est-ce que il y avait, parce qu'il y a Y Combinator aux États-Unis, Ouais. finalement, c'est l'idée est partie de là ou pas du tout? Elle t'est venue. D'ailleurs, je sais pas si ça existait à cette époque-là, Y Combinator, j'imagine Alors, que si, mais. Alors, non seulement ça existait, c'était très successful. Et moi, j'avais la chance de bien les connaître de l'intérieur, parce qu'en Californie, je les avais rencontrés. Ouais, il y a une histoire avec Uber, je crois, non? Ouais, exactement. Mais c'était pas avec eux, ils n'étaient pas Uber. Mais résultat, je me suis retrouvé en fait à. Moi, j'avais une volonté, c'était de. C'est que je pensais que YC, c'était une réponse à un problème très spécifique, qui était comment donner des fonds à des jeunes ingénieurs qui n'ont pas fait d'école de commerce et qui ont pourtant des talents pour créer des produits. Grosso modo, Ouais. le premier problème que YC résout. Et moi, je m'étais posé la question, ok, c'est quoi le problème de l'écosystème français? Et je m'étais dit, en fait, le problème de l'écosystème français, anglais, allemand, européen en général, c'était que les entrepreneurs sont dans un environnement toxique. Que donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises qui devraient marcher sont tuées par l'environnement.
D'où le nom The Family et l'expérience peut-être un peu familiale où tu disais que quand tu as commencé l'entrepreneuriat. Donc le but du jeu, c'était de détoxifier l'environnement. Quand tu dis l'environnement, c'est le pays, le cercle, tout. Voilà. Tout Okay. était toutes les strates. En fait, on est dans une culture qui est anti-entrepreneuriale pour plein de raisons. Pour écrire des bouquins de sociologie entiers sur le sujet. Tu penses que c'est négatif à toutes les strates, c'est-à-dire le cercle proche, le moyen, jusqu'au pays. Jusqu'au pays, ouais. Ok. Ouais, exactement. Et donc l'idée, c'est de sortir. On est dans un pays où on a massacré nos protestants et je pense qu'on le paye encore. Pour te donner mon explication la plus historique, lointaine et profonde. Qui ont créé l'industrie du luxe des montres en Suisse, par exemple. Et puis qui ont créé les États-Unis, qui ont créé l'esprit capitaliste. C'est Max Weber, l'esprit protestant. C'est l'idée qu'en fait, on a une telle aversion à l'argent en France que tout ce qui de près ou de loin est lié à l'argent est une insulte. Si quelqu'un te dit que tu te comportes comme un épicier, c'est pas très positif. Et donc, en fait, il fallait créer une bulle. Et sortir. Et dans cette bulle, il fallait que les règles soient différentes. Et surtout, il fallait réfléchir en profondeur à c'est quoi les problèmes qu'ils vont rencontrer et essayer de les résoudre de façon systématique. Donc, là où Y Combinator avait la chance d'être dans un environnement hyper positif et de pouvoir se concentrer sur les entrepreneurs pour leur donner le meilleur de l'expérience américaine, parce qu'en fait, il y a un alignement entre Y Combinator et le rêve américain. Le rêve américain, c'est cette histoire plus ou moins réelle que tout le pays essaye de rendre réelle. Et donc, Y Combinator est en fait une machine au service du rêve américain. Ouais, bien sûr. Et donc, eux, leur problème, ils ne sont pas en lutte contre les États-Unis. Oui, eux, ils accompagnent une vague. Ils sont en train d'essayer de faire en sorte que le pays puisse offrir cette opportunité à plus de gens qui, d'habitude, étaient refusés dans cette opportunité pour des raisons culturelles, sociologiques, etc. Nous, c'était différent. Nous, notre façon de voir le monde, c'est que tous ces gens veulent ta peau et il fallait être capable de les buter avant qu'eux butent nos startups. Ouais, donc, notre rôle, c'était pas tant sur les startups, c'était sur l'environnement. C'était d'essayer d'empêcher l'environnement d'aller tuer les startups à la source et d'éviter qu'ils soient... En fait, t'es un grand romantique. Parce qu'en fait, tu prends les entrepreneurs, tu leur fais une petite merveille, un monde merveilleux, tout est beau, tout est rose, etc. Ici, domaine d'Ablon, c'est un petit havre de paix, tout est parfait. Et maintenant, dans ta nouvelle entreprise, en fait, c'était un grand romantique. Il ne faut pas subir le réel. Hein. Okay. Je pense que le réel n'est créé que par la somme collective des volontés. À tout moment, tu peux changer ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc, tu n'as jamais vécu dans la vraie vie, en fait. Tu t'es toujours fait tu t'es fait ton... C'est une analyse intéressante. Non, c'est ennuyant, la vraie vie. Aucun intérêt. Ok. Ouais. Donc, du coup, tu as lancé The Family en 2013, avec toute l'historique, la réflexion, en tout cas, qui a été menée pour le lancer. Ouais. Première question, avant de revenir sur The Family. Est-ce que du coup, parce que d'après ce que tu nous dis, en tout cas ça ferait sens, est-ce que tu sélectionnais déjà en 2013 les profils selon leur personnalité et de fait de leur environnement? Et que leur le projet... Non, mais ça semble évident aujourd'hui parce que tout le monde le dit, mais en 2013 j'imagine que c'était moins le cas. Ou c'était déjà le cas? Et dans ce cas, j'ai pas compris comment fonctionnait l'écosystème. Je la regarde parce que c'est elle qui faisait la sélection des startups au tout début. Ok. Et en fait, on a eu une idée qui, après coup, je me rends compte, était géniale. Mais sur le coup, c'était plus de la fainéantise. En fait, il faut comprendre le contexte. Le contexte, c'est qu'on fait une vidéo pour raconter l'ambition de au lancement. Au lancement. On fait une vidéo. Et comme on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas de budget... D'ailleurs, je devrais vous la montrer, cette vidéo. Comme j'ai pas d'argent pour aller faire une vidéo ou un film, etc., je prends toutes les scènes les plus cultes de films de ma génération, je pose une voix off avec un texte, et je coupe que des 2 secondes pour rester dans le fair use, pour illustrer la vidéo, et essayer de trouver une cohérence esthétique. Et cette vidéo, grosso modo, elle dit quoi? Elle dit « Anyone can be an entrepreneur ». Ça ne veut pas dire que tout le monde peut être un entrepreneur, ça veut juste dire que le prochain entrepreneur peut venir de n'importe où. Et que cet entrepreneur, pour perdurer, a besoin de quelque chose de très simple, une famille. Et donc, on fait cette vidéo, on la met sur un site internet. À l'époque, je suis un nobody.
J'ai pas de... T'avais aucune notoriété à ce Non, moment-là? zéro notoriété. Ok. Personne ne connaît mon nom, j'ai pas de Twitter, j'ai un compte Facebook où je pose C'est le début d'Instagram, 2012, je crois. Ouais, j'ai un compte Instagram, je Ouais. crois qu'il y a 3 photos de bouffe dessus, Ouais, c'est- avec un filtre, enfin bref. Et on poste cette vidéo, et on met la vidéo et on dit si vous voulez apply à The Family, écrivez à welcome@thefamily.co. Rien de... Mm. Et en fait, on aurait pu, si on avait été des gens rigoureux, travailleurs, on aurait fait un formulaire, Mm. on pose plein de questions, avec plein de critères pour évaluer les projets, les idées et tout. Mais moi, ma vision du truc, c'était, viens, on fait une vidéo, on met un email, de toute façon, il y a 20 personnes qui vont écrire, et puis on verra qu'est-ce qu'on pose comme formulaire plus tard. Ça a explosé. Bon, on a eu 340 candidatures en 1 heure. En 1 heure. En 1 heure, ouais. Et on a eu des milliers de candidatures dans... Ça a démarré. Et en fait, de recevoir cette vague d'emails dans une boîte email sans instruction, ça a été la meilleure des sélections. Pourquoi? Parce que comme on ne donnait pas d'instruction aux gens, Ouais. Pas de cadre. Ouais. déjà, il n'y avait que 2 catégories de gens. Il y avait les gens qui étaient en recherche d'un cadre et il y avait les gens qui créaient le cadre. Ok. Donc, il y avait beaucoup de gens qui disaient, voilà, j'ai vu votre vidéo, je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que je dois envoyer comme document pour que vous reteniez ma candidature? En plus, moi, j'étais un peu taquin. Je disais, carte de sécu. Et alors, les gens, Carte d'identité, recto vexé. recto verso. Mais du coup, ceux-là étaient les salariés de ceux que tu allais garder. Ouais, c'est ça. Et il y avait les gens qui créaient le cadre. Et les gens, dès le premier email, ils inspiraient confiance, etc. Et en fait, notre jeu, c'était de filtrer comme ça. Et en fait, on a gardé cette méthode d'apply pendant 10 ans. Parce qu'on s'est rendu compte que ne pas donner d'instructions... Qui a dû être modifié sur la fin parce que moi-même j'ai apply pour The Family. Ouais, ça, Et il y avait un formulaire. J'étais plus responsable. Ok. C'était fini. J'étais parti. Ah ouais, t'étais plus là? Tu sais, il y a quand je suis parti officiellement, Ouais. quand je suis parti réellement. Ok. Oui, c'est vrai que c'était pas très. Ça devait être fin 2019, début 2020. Ouais, c'était le moment où je commençais à, Ouais, ou l'année. Je sais plus. dérailler. Ok. Ok. Mais du coup, il y avait un. Ok, il y avait un formulaire. Ok, t'as fait ça pendant 10 ans? Pratiquement, ouais. Enfin, pas bon. T'as eu, j'imagine, des rencontres extraordinaires, tout type de profil. Aujourd'hui, tu évolues, tu es l'une des rares personnes, et du coup, je suis content de pouvoir te poser la question, qui a évolué à la fois dans le système entrepreneurial et dans le système qu'on appelle vulgairement aujourd'hui infopreneur, si on devait distinguer un peu ces deux profils. T'as tiré quoi comme leçon de ces deux systèmes? C'est lequel qui t'anime le plus, même si on a peut-être la réponse aujourd'hui, et pourquoi? C'est quoi la réponse aujourd'hui? Je suis curieux. Qui t'anime le plus? D'avoir ta perception. J'imagine en tout cas infopreneur, puisque c'est celui dans lequel tu évolues peut-être un peu plus. Après, je sais pas si tu communiques tout sur les réseaux sociaux, et peut-être que personnellement, tu es encore impliqué dans beaucoup de startups. Je Mais, vais me lancer aussi. Vas-y, bien sûr. On va avoir vos 2 personnes. Moi, je pense qu'il y en a une qui est purement alimentaire et une plaisir. Je pense que l'infoprenariat génère le cash et le cash est mis à disposition pour le plaisir et l'entrepreneuriat sur ta nouvelle boîte. Je pense que la question d'Oussama, c'était plutôt quelle vision on a c'est de ça. Quelle vision on a d'Oussama sur lui? Est-ce qu'il est plutôt start-upper ou plutôt Je infopreneur? pense que les deux jouent dans... Oh, tu prends pas de risque là. Non, mais les deux ont un intérêt dans tes objectifs et dans ta vision. Et je pense que les deux, pour l'instant, t'amusent. Et tant que les deux t'amusent... Ouais, moi je pense que ni l'un ni l'autre n'existe. Et, Ok. et je pense que c'est symptomatique d'un écosystème extrêmement primitif qui est la France de faire ces labels-là. Mark Cuban. Pareil, il va falloir que je lise beaucoup moi. Donc Mark Cuban, entrepreneur américain, 10 milliards de patrimoine, Ok. qui a créé Shark Tank, Ok, là j'ai. qui a créé plein de choses. Shark Tank qui veut être mon associé, mais Ouais. version US. Il est infopreneur, entrepreneur, start-upper, patron d'équipe de foot. Tu vois, il n'est pas labellisable. En France, il y a une passion des labels. Passion. Sauf pour une personne, Bernard Tapie. Les infopreneurs français, pour la plupart, sont ridicules. Genre, Dans l'esprit collectif. non, factuellement. Ok. 99% de Ok. gens qui se déclarent infopreneurs n'ont aucun intérêt. Ok. Aucun. Pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Ok. Rien. Un jour, ils ont pris une caméra, ils ont vu un content américain, ils ont annonné ce content américain à Jojo le Clodo,
Jojo le clodo, il prend son CPF avec l'argent public, Ouais. il leur donne de l'argent, eux, ils vont lessiver ça à Dubaï Ouais. et on recommence un tour. C'est bon pour Dubaï, c'est bon pour eux, c'est mauvais pour la France, c'est Ouais. mauvais pour Jojo le clodo qui va rester Jojo le clodo. Et ceux qui payent les impôts aussi, parce que hier, Et alors, justement, je- c'était l'échange qu'on avait. il Je y en a- parle même pas de mecs qui payent les impôts, qui se demandent qu'est-ce qu'il fout à financer Jojo le clodo qui fait des formations qui servent à rien. Ensuite, il y a Yomi Denzel, qui est un entrepreneur qui a eu un succès immense dans le e-commerce. Mm. Et quand il parle de son expérience et quand il te donne des conseils business, il te donne des conseils extrêmement précis. Et en fait, je sais que de l'extérieur, ces gens-là donnent l'impression, vous êtes sûr qu'il y a un problème ou pas? Non, non, Ça clignote. c'est clair. Mais le Ah, son, d'accord. mais l'électricité, le son, c'est bon. L'électricité, Ouais, c'est c'est bon. C'est pour ça que je regardais. C'est pour te challenger. Non, mais c'est pas- Il y a un enfant qui s'amuse derrière avec le bouton. mais je sais que pour les gens qui n'ont pas l'habitude de percevoir la différence entre tous ces profils, tout ça a l'air de se ressembler. Mm. Mais il y a une grande différence. C'est que 99% de ces infopreneurs qui n'ont rien fait dans leur vie, eh ben, ils ne perdurent pas dans le temps. Vous avez vu le nombre de... Yomi Denzel, il y a 5 ans, il était là. Dans 5 ans, il sera toujours là. Parce que sa formation, elle n'est que le reflet d'une grande expérience de vie réelle. Et c'est un peu la même chose pour moi. C'est-à-dire que quand moi, je donne des cours, quand je donne des formations, etc., la source du savoir n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose dans ma chair, c'est mes erreurs, c'est mes échecs, c'est des choses qui sont sublimées et mises à disposition des gens et qui ont un intérêt. Et c'est pour ça que je ne me vois pas comme un infopreneur, parce que dans la notion d'infopreneur, il y a l'idée en fait que l'entrepreneuriat est une forme de donner des infos. Non, moi je suis un entrepreneur, je suis entreprenant dans plein de domaines, j'ai aucune limite des domaines dans lesquels je peux aller parce que je pense que l'esprit entrepreneurial, c'est l'esprit par lequel on est capable d'aller à la conquête de nouveaux secteurs et on ne se pose pas la question est-ce qu'on est compétent, pas compétent, est-ce qu'on est légitime, pas légitime. Ça, c'est des questions qu'on ne doit pas se poser quand on est entrepreneur. Et on avance, on apprend, on réussit des choses, ça marche, on rate des choses, ça ne marche pas. On apprend de ce qui rate, on apprend de ce qui réussit et petit à petit, on fait. Et j'ai toujours eu une passion pour transmettre ça. Et la forme monétaire pour transmettre ça, qui est de vendre des formations, est très intéressante. Pourquoi ? Parce que j'ai vendu du contenu gratuit pendant des années. Ouais. J'ai donné du Ouais, contenu clairement, gratuit pendant des années. que j'ai consommé. Et j'ai vu que c'est l'impact du contenu gratuit, il est 1/10 du contenu payant. Et quoi qu'on en dise, les psys le savent, quand il y a de l'argent, il y a transfert. Parce que quand les gens payent, ils prennent au sérieux. Et je regrette de ne pas avoir commencé ça à 10 ans. D'abord, je serais plus riche. Et en plus, ça a un impact beaucoup plus élevé. Alors, les gens qui disent ça sert à rien d'acheter une formation, on peut trop te trouver sur Google gratuitement, c'est vrai. Comme ça sert à rien d'aller voir un psy, on peut comprendre la philosophie de la vie en entendant Bouddha. Il n'empêche, il y a des gens qui ont besoin d'aide, il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Et elle est là, la valeur. Et donc, moi, aujourd'hui, ma vie a toujours été de la même. Je passe 80% de mon temps à faire des choses et 20% à enseigner. Aujourd'hui, les 80% sont surtout remplis par les films d'animation et les 20% sont remplis par ce que je fais avec Yomi. Alors toi, là, du coup, dans la réponse que tu nous as donnée, mais bon, on a l'habitude de dire on a nos questions et t'as tes réponses, mais toi, c'était plus sur ta vision à toi personnelle. Moi, je parlais de l'ensemble de l'écosystème, sur comment tu te positionnais, mais finalement, je pense qu'on a la réponse dans le même temps. Quand je distinguais les deux, et peut-être à tort, c'est que finalement, pour moi, le sentiment que j'ai de l'extérieur, c'est que l'infopreneur, c'est quelqu'un qui va être bootstrappé, donc qui va s'auto-financer pour la plupart. Peut-être que je suis pas au courant de tout, il y en a peut-être qui vont chercher des financiers Non, derrière. Les infopreneurs ne se bootstrapent pas, ils n'ont pas le choix. Personne ne veut leur donner d'argent. Oui, c'est Ouais, ou alors C'est quand on veut leur en artificiel. donner, ça commence à fonctionner, c'est suffisamment lucratif pour qu'ils en aient plus besoin, peut-être. Tu pourrais très bien imaginer quelqu'un qui a l'ambition d'être un Tony Robbins et Ouais. qui veut aller conquérir 25 pays et donc il a besoin de beaucoup de capital. C'est juste que personne ne veut financer ça. Alors, tu vois, il y a. Alors, je sais pas si ça se fait encore pour les infopreneurs, mais je sais qu'il y a une société qui a monté ça. D'ailleurs, je me demande si c'est pas toi qui en as parlé. Peut-être pas, mais. Et en fait, tu vends, entre guillemets, tu mets une société sur ta personnalité. Et du coup, ça s'est fait Ouais, beaucoup. moi qui en ai C'est parlé, toi qui en as parlé. ouais. Ok. Et en gros, bah, tu parlais d'Antoine Dupont, je crois, la dernière Ouais. fois, et tu parlais de différents Mais sportifs. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Ok. Non, c'est très dur d'aligner les. En fait, l'alignement d'intérêts, soit le type fonctionne et il a l'impression de s'être fait arnaquer, soit le type fonctionne pas et les gens ont l'impression Ok. d'être s'est fait voler. Mm. Et donc en fait, ça c'est C'est- typique. c'est jamais gagnant-gagnant, Ouais, ouais. c'est jamais gagnant-gagnant. C'est typique du très mauvais alignement d'intérêts. Ouais. Ok. Bon, bah,
peut-être que ça évoluera dans le temps, mais en tout cas aujourd'hui en effet c'est ce qui distingue les deux, puisque entrepreneur du coup quand j'avais cette vision-là, en tout cas chez The Family, je pense que vous alliez peut-être pas systématiquement mais assez souvent lever des fonds pour pouvoir ensuite Mais accélérer. encore une fois, c'est la pire façon de voir la chose. Et en fait, j'ai l'impression que je peux faire des interviews pendant 10 ans et les gens ne comprendront jamais. C'est un truc, j'arrive pas à comprendre ce que les gens ne comprennent pas. La levée de fonds, c'est ni un proxy du succès, Ah non, c'est ni une nécessité en soi. C'est un outil. Pourquoi les entreprises de The Family lèvent des fonds systématiquement ? C'est parce qu'elles étaient massivement successful. Quand on est massivement successful, on lève toujours des fonds. Les boîtes qui disent « je décidais de ne pas lever des fonds » sont des menteurs. On ne peut pas choisir d'être bootstrappé. Le bootstrap, c'est une caractéristique qui est héritée du fait que soit on ne veut pas croître plus vite qu'on est en train de croître, et donc on fait un choix sur la croissance, soit c'est des entreprises qui ne reçoivent pas d'offres d'investissement. C'est par défaut. Et donc, par défaut, elles arrivent à passer des stades et elles se comparent. Et ce qui me fait toujours rire chez les gens bootstrappés, c'est qu'ils sont là à dire « Moi, dans ma vertu, je n'ai pas levé d'argent, je n'ai pas pris l'argent des autres, j'ai réussi à développer mon entreprise et je me compare aux entreprises qui ont levé des fonds et qui ont raté. » Mais ils ne se comparent jamais aux entreprises qui ont levé des fonds et qui ont réussi. Parce que s'ils faisaient ça, ils seraient tous ridicules. La façon de créer des entreprises ambitieuses en 2023, en 2020, en 1990, en 1987 ou en 1978, c'est toujours la même. À un moment donné, si on a vraiment une forte ambition et qu'on a on a envie de construire quelque chose de très gros, et ben à un moment donné, il faut utiliser l'outil, le leverage capital. Il n'y a pas le choix. On n'a aucun exemple aujourd'hui d'une... je réfléchissais en même temps à la question, mais on n'a aucun exemple d'entreprise qui ont explosé sans lever de fonds. Il y en a qui ont la chance d'exploser longtemps sans lever de fonds, mais elles finissent toujours par lever des fonds. Mailchimp a levé des fonds. Introduction en bourse, par exemple, tu veux dire ? Exactement. Elles ont juste la chance de commencer à jouer à ce jeu-là beaucoup plus tard. Mais à un moment, elles jouent à ce jeu-là. Oui. Si Pixar n'avait pas levé de fonds, ils n'existeraient pas. Si Disney n'avait pas levé de fonds, ils n'existeraient pas. Si Apple n'avait pas levé de fonds, ils n'existeraient pas. Parce que finalement, toutes les plus grosses boîtes, systématiquement, elles sont introduites en bourse. Et la levée un jour ou l'autre, oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, quand les... Ou elles sont dans des domaines de niche dont personne ne parle, dont tout le monde s'en fout, qui sont des rentes. Tu vois, la dernière fois, je voyais un entrepreneur, il me disait « Oui, tu sais, moi, j'ai pas levé de fonds de ma vie, je suis un entrepreneur. » En plus, les gens qui lèvent pas de fonds, je sais pas pourquoi ils prennent ça comme une valeur morale. Et après, je me renseigne un peu, je commence à parler un peu avec lui. Je découvre que son grand-père a créé la boîte en 1905. Merci, frère. J'ai pas levé de fonds et j'ai hérité d'1 milliard. Bon, ok. Oui, enfin... Ça aide un petit peu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et en fait... Et en plus, ce qui est fou, c'est que les gens cachent toujours ce genre de détails. La France, c'est un pays rempli d'héritiers qui se prennent pour des entrepreneurs. Comme si, en fait, c'est fou, les gens ont honte d'être héritiers. Ils ont honte de lever des fonds. Ils ont honte de prendre l'argent des investisseurs. On a même en France un phénomène unique au monde. C'est des mecs qui lèvent des fonds et qui font croire que leur boîte est bootstrappée. Alors eux, c'est un nouveau concept. Et c'est... une particularité française qui se comprend très bien dans cette espèce de morale ça a une valeur supérieure de ne pas lever des fonds. C'est insupportable. Ça n'a aucun sens. Après, tu sais, je pense que c'est aussi une vision et c'est à force de discussion où justement tu t'ouvres par rapport à ça. Tu vois, par exemple, là, le sujet en discutant, infopreneur, entrepreneur, je trouve que finalement, en effet, il y a peut-être un sujet où finalement tout ça se mélange et finalement, en effet, tu vois, nous on a une boîte aujourd'hui. En effet, on est bootstrappé et c'est marrant parce que quand tu le dis, je me retrouve exactement dans le mec probablement un peu relou qui dit qu'il est autofinancé, mais en même temps, là où tu as raison, c'est qu'on n'a jamais eu d'offre. Alors certes, on ne l'a pas cherché, mais en même temps, on n'a pas eu d'offre non plus. Et j'imagine que tous les investisseurs ou les investisseurs qui se respectent, ils sont toujours vigilants de voir si les bonnes boîtes fonctionnent, enfin s'il y a une boîte qui fonctionne et qui croit. Et donc finalement, le jour où tu as une croissance qui est très intéressante pour eux, ils viendront te voir pour... En fait, j'avais jamais imaginé... Que les investisseurs eux-mêmes pouvaient te démarcher parce que j'ai toujours le sentiment qu'on va chercher un investisseur alors que finalement... Les meilleurs deals, c'est les investisseurs qui les cherchent, c'est pas les entrepreneurs qui les font. Mais clairement. Mais bon, des fois, il faut faire le cheminement. Ok, j'avais eu en tout cas la réponse dans un podcast, donc en tout cas, tu l'avais dit, tu avais dit que Agricool, je crois, était l'une des boîtes que tu avais préférées. Si t'en avais... C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs ? Ouais, toujours. Ça fonctionne toujours aussi bien ? Non, ça a fait faillite. Ah, ça a fait faillite ? Enfin, ça a été revendu. Ok. Pardon. Storytelling. Ça n'a pas marché, quoi.
Ça a été mal revendu. Ça... Ah, c'est dommage. L'idée, en tout cas, de ce que t'en expliquais, avait l'air bonne. Les idées, ça fait pas les boîtes. Mm. Ce qui fait les boîtes, c'est de réussir le product market fit. Agricool, c'est une de mes boîtes préférées parce que c'est une boîte qui a eu l'ambition d'essayer quelque chose que personne ne pouvait voir comme possible. Et les gens qui essayent l'impossible ont comment dire, mon respect. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant que les gens qui font ce qui est possible avec arrogance. Et donc, on a Agricole. On a quoi comme... si tu avais un top 3 startup de ces 10 ans à The Family? Bah, c'est facile parce que je sais lesquels vont marcher. C'est quoi la meilleure réussite dans ce cas? Je vais poser la question différemment. La meilleure réussite du portefeuille, je crois que c'est Algolia. Ok. Je pense que pour l'instant, c'est Algolia. Il y a un challenger qui s'appelle Unisson, qui est une boîte qui n'est pas encore sortie du bois, qui est plutôt. Si Unisson marche, ce sera la plus grosse boîte du portefeuille de The Family ever. Ok, ça veut dire licorne potentielle ou Non, c'est une boîte qui vaudra plus que ça? Qui vaudra plus d'1 trillion. Ok, c'est quoi l'activité? Tu vois Ready Player One? Oui. Ils font la même chose. Ok, donc Web3 alors? Enfin, Web3 métaverse? Non. Ready Player One, ils mettent un casque et Ouais. il y a un monde qui apparaît. Qu'est-ce que tu me parles de Web3? Ah oui, ok, donc c'est le casque en lui-même. Ok, Ouais. je pensais au monde qui était créé derrière. Non. Ok. Donc ça, c'est la boîte la plus impressionnante qu'on ait, avec l'entrepreneur le plus impressionnant qu'on ait dans notre portefeuille. Après, c'est aussi fort probablement la boîte qui a le plus de chances de se planter. Ok. Bah, tu es en concurrence avec Apple, Ouais, Facebook. ouais. Ils ont levé 20 millions, et c'est pas grand-chose en fait. Ouais. Et tu dis qu'on est? Ça veut dire que tu es toujours... Actionnaire, ouais. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Ok. T'es toujours actionnaire dans The Family aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Dans toutes les boîtes dans lesquelles t'as fait les deals? Dans tous les boîtes dans lesquelles Ok, mais c'est gelé pour l'instant. c'est gelé pour l'instant, ouais. On peut faire un tout petit point sur ce... On en est où maintenant de tout Bah écoute, il y a 5 procès. Pour l'instant, j'en ai gagné 4. On Ok, attend la décision donc, du 5e. Ok, Ok. donc on est à 4 sur 5. On est à 4 sur 5, ouais. Donc ça commence à... Ça s'éclaircit. Si tu gagnes le 5e, est-ce que tu reprendrais l'aventure Enfin, je sais pas où ça en est ou pas du tout. Tu sais pas? Non, mais jamais de la vie. Ok. Ok. Non, The Family, c'est mon passé. Ok. D'ailleurs, contrairement à ce qui est dit dans la presse, j'ai quitté The Family avant d'avoir des problèmes. C'est Ok. parce que j'ai quitté The Family que j'ai eu des problèmes. Je n'ai pas quitté The Family parce que j'avais des problèmes. J'aurais pu rester dans The Family. Les gens auraient été très contents que je reste là. Je pense que depuis que j'ai quitté The Family n'a pas fait un seul deal. Point. C'est factuel, ça. C'est pas... Ok. Il n'y a pas besoin de se poser de grandes questions, quoi. Et humainement, tu penses que ça s'arrangera avec tes anciens associés ou jamais c'est Jamais. terminé? Aucune chance. Ça a été trop loin? Non, mais moi je crois beaucoup au fait que dans la vie, il faut pas se faire du mal avec son passé. Ok. Il y a un moment, on a été désalignés. Il y a un moment, on n'a pas été d'accord. Il y a un moment, ils ont voulu raconter une histoire qui les rassurait eux et de se défendre eux. Donc, ils ont fait passer leurs intérêts personnels avant les intérêts de nous tous. Ils ont fait ce choix. Maintenant, ils ont qu'à vivre avec ce choix. Ok. Et en fait, tu sais, c'est toujours le problème. C'est que quand tu es dans le même bateau, tu es ami. Et le jour où tu n'es plus dans le même bateau, tu es concurrent. Et moi, si on me met dans un bateau où c'est une question de survie, bah, je fais ce qu'il faut pour survivre, quoi. Jamais je vais m'excuser ou ralentir ou faire quelque chose. Donc, et je vais surtout... En fait, je pense que ce qui est le plus dur sur les 2 dernières années, et qui est le... Ah, putain. Qui est le plus dur à comprendre pour eux, c'est qu'eux, ils ont passé 2 ans à donner de l'argent à des avocats. Moi, j'ai passé 2 ans à construire des nouvelles choses. Et je pense que les gens le perçoivent. Oui. Les gens perçoivent que, en fait, d'un côté, il y a quelqu'un qui construit des choses, et de l'autre, il y a des gens qui détruisent de façon extrêmement mesquine. Ils attaquent tout le monde, ils attaquent le domaine d'Ablon, Ok. ils attaquent la moindre personne qui dit du bien de moi. Mais sauf qu'en fait, à un moment, tu finis par t'épuiser, en fait, à faire que des Oui, il y a ennemis, d'autres quoi. combats. Il y a des combats un peu D'autres plus combats, positifs. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, une bêtise stratégique de leur part. Si j'avais été dans la même situation qu'eux, j'aurais concentré 100% de mes efforts à refaire des deals. À faire des deals, à montrer que The Family n'avait pas besoin de moi et à m'humilier Oui, bien sûr. par la preuve. Oui. Mais au lieu de ça, ils ont montré qu'en fait, qu'ils le veuillent ou non, notre apport
réciproque au succès de The Family n'est pas égal. Mm. Et qu'ils le veuillent ou non, ils sont en train de donner la preuve qu'ils ne sont pas capables de faire The Family sans moi. Donc là, l'histoire s'arrête là, en fait. Ok, donc t'es parti officiellement en 2020 ? Ouais. Ok. Ensuite, t'es allé directement à Dubaï ou quelques... Ouais, j'étais à Dubaï un peu par hasard et je me suis beaucoup plu. Ok. Et, ça, pour le coup, c'est un vrai hasard de vie. T'y es allé pour les vacances, j'imagine ? Pas du tout. Ah non ? Non, moi, j'avais pas du tout envie d'y aller en vacances. C'était un endroit qui me faisait horreur. J'avais à peu près tous les clichés que les Français ont sur Dubaï dans la tête. Ok. Là, pour le coup, j'étais bien matrixé. Tu t'es fait avoir par les spin doctors ? Ouais, bien fait avoir par les spin doctors. Ouais, on est toujours victime de ça. Et j'étais à Dubaï une journée pour une conf. J'étais très très bien payé. Puis après, je me suis dit, mais attends, c'est con de venir qu'une journée. Ouais. Je vais rester une semaine. Après, je me suis dit, quand même, une semaine, c'est bien, je vais rester un mois. Et après, au bout d'un mois, j'ai dit, mais comment je fais pour avoir un visa ? Puis après, j'ai commencé à ramener tout le monde. Alors moi, je suis un peu... tu sais, quand j'ai acheté mon premier Mac, j'ai vendu 25 Mac parce que j'étais tellement heureux d'avoir un Mac, il fallait que tout le monde ait des Mac. Et donc, j'étais vendeur de Mac. J'étais pas payé par Apple, mais j'étais vendeur de Mac. Et j'ai jamais ressenti cette émotion à nouveau sur autre chose. C'est-à-dire, dans ma vie, j'ai jamais eu un produit que j'avais autant envie de vendre aux gens. À part Dubaï ? Juste Dubaï. Ouais. Ok. Dubaï, T'as fait venir combien de personnes aujourd'hui à Dubaï ? beaucoup. Je continue. Et il y a à les personnes ramener, officielles que tu connais, j'imagine, et celles qui te voient vivre là-bas et qui en sont plus, venues. oui, c'est vrai que ça, il y a cet impact-là. Il y a cet impact-là. Ouais, c'est vrai. Donc t'es ambassadeur, en fait, t'es ambassadeur officiel. J'aimerais trop qu'ils finissent par me nommer. Moi, j'aimerais que Dubaï me nomme ambassadeur auprès de l'Internet. Pas d'un pays, genre de l'Internet. Tu le ferais avec plaisir ? Mais trop. Mais non, mais en fait, je sais pas comment expliquer, mais moi, je pense qu'il faut aimer un pays pour ses défauts et pas ses qualités. Parce qu'en fait, quand tu es à l'aise avec les défauts, c'est facile d'être. Par exemple, les gens ils disent toujours la France c'est super beau, l'art de vivre. Bah oui, c'est facile d'aimer ça. Tu peux pas. Mais le gros défaut, j'imagine, que tu vas sortir, c'est par exemple l'insécurité en France, et là, pour le coup, c'est un vrai problème. Alors, je t'avoue, j'avais même pas. Tu n'avais pas réfléchi ? Non, Ok, mais... bon, j'anticipe. Non, mais en fait, non, j'étais plus sur les défauts de Dubaï. C'est-à-dire que c'est quoi les défauts de Dubaï ? Dubaï n'est pas une démocratie. Ouais. En fait, j'avoue que je m'y attendais pas. Ça me pose beaucoup de questions. Mais la dictature éclairée me plaît beaucoup plus que la démocratie. Alors celle-là, j'aurais jamais cru la sortir un jour. Ok. J'ai toujours... En fait, c'est marrant parce que quand j'ai réfléchi, je suis né... Donc on est dans une zone démocratique. Ouais. Donc on passe notre temps à nous dire que la démocratie, c'est génial, qu'on a lutté pour l'avoir, que je sais pas quoi. Bon, ok, très bien. Mais c'est quoi les alternatives des systèmes ? Alors, il est vrai que les dictatures non éclairées, quand ça tourne mal, ça tourne très, très, très mal. Et donc, de ce point de vue-là, Churchill, il dit la démocratie, c'est le plus mauvais des systèmes, mais on n'en a pas de meilleur. C'est vrai, on n'a pas de meilleur. Mais sauf qu'en fait, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que le problème, c'est pas démocratie, pas démocratie. C'est échelle. En fait, quand on voit la région, Arabie Saoudite, Dubaï, Abu Dhabi, Qatar, Ajman, tout ça. Moi, pour rien au monde, je mets le pied dans un autre émirat. Ok. Mais rien. Genre, j'ai pas du tout envie d'aller en Arabie Saoudite. J'ai pas du tout. Même le Qatar ? Encore pire. Ok. Mais j'ai été au Qatar, j'ai étouffé. J'étais dans la rue, j'étais en manque d'oxygène. Ok. Je me disais, c'est quoi cet endroit, quoi ? Et en fait, Dubaï, ce qui est incroyable, c'est qu'il est tout petit et donc il a la chance de pouvoir offrir une alternative. Et récemment, il y a quelqu'un qui a très bien résumé ma pensée. Il disait, les démocrates, ils ont peur des grosses boîtes. Les républicains, ils ont peur du gros gouvernement. Alors que la seule chose dont on devrait avoir peur, c'est tout ce qui est trop gros. Et la Suisse, qui est un autre pays que j'ai redécouvert récemment, est un très très bon exemple de ça. Puisque la Suisse, c'est une démocratie qui fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'elle est toute petite, elle est très fédérale, elle est très locale, et le gouvernement fédéral n'a pratiquement aucun pouvoir. Comme beaucoup de pays petits, en général, on a tendance à dire que les pays du nord de l'Europe sont mieux gérés et se développent bien parce que assez souvent, la population est moins grande et j'imagine que ça doit être peut-être plus facile pour un gouvernement. Ouais. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le Liban, tout petit pays, super bien géré. C'est vraiment le critère de Non, mais il y a des pays petits qui sont... Et à l'inverse, tu as d'autres pays qui sont... justement, si tu as les deux, ça marche plus ton raisonnement. C'est justement tout mon sujet. Mon sujet, c'est que quand on est petit, on peut se permettre
d'être un peu dictatoriaux parce que on ne peut pas. Dubaï ne peut pas contraindre par la force qui que ce soit. Le jour où Dubaï fait quelque chose qui me plaît pas, je prends mes clics et mes claques, je pars ailleurs. Et en fait, donc Dubaï a un alignement d'intérêts. Comme ils n'ont pas de ressources naturelles, comme ils ont rien d'autre pour vivre que l'argent des visas, l'argent des taxes, l'argent des gens qui viennent et qui font tourner l'économie, et ben ils nous considèrent comme des consommateurs. Comme ils des se lèvent clients. le matin et ils se disent qu'est-ce que je peux faire pour rendre mes clients plus heureux. Et les alignements d'intérêts sont beaucoup plus puissants que n'importe quoi. Contrairement à ce qu'on pense et du coup ce que je pensais avant de ce que tu viens de dire, ça veut dire que Dubaï ne vit pas grâce au pétrole Et il n'y a pas de pétrole à Dubaï. et c'est pas financé par l'Arabie Saoudite qui redistribue, rien du tout. Ok, donc ils vivent uniquement grâce au tourisme et grâce à leurs clients qui sont finalement les citoyens. Et leurs entreprises hors du commun qu'ils ont créées. Ouais. Ok, Ils extraordinaire. sont les entreprises publiques les mieux gérées du monde. Ils ont une place financière extrêmement crédible. Ils ont une place logistique extrêmement crédible. Ils ont année après année créé des business qui ont créé de la prospérité. En tant qu'entrepreneur, je reconnais ça dans l'émir de Dubaï. Mon admiration pour l'émir de Dubaï est sans limite. Tu l'as rencontré? Non, mais ça va pas tarder. C'est en cours. C'est en négociation. Ça va se faire, ouais. Ok. Mais donc, en fait, tout le sujet, pour moi, il est de m'aligner avec un pays où je me sens bien. Et il y a des choses qui me plaisent pas à Dubaï. Et les choses qui me plaisent pas à Dubaï, je vis très bien avec. Qui sont? C'est un État musulman, un peu conservateur. Il est de moins en moins. Oui, mais il le reste. Oui, non, mais on Tu est vois, quand même sur donc, une tendance. On parlait de tendance tout à l'heure. On est sur une tendance qui est plutôt. N'empêche, il est comme ça, donc il faut vivre avec. Mais en fait, ça me va. J'aime bien les défauts. Bien les défauts. C'est un peu rigide, c'est un peu tribal, c'est un peu. C'est pas grave. Parce qu'il y a tellement de bienfaits, il y a tellement de choses qui sont bien faites que je vis très aligné. En parlant de l'émir de Dubaï, et après on va venir sur, j'imagine peut-être la dernière société que tu as montée. C'est, petite digression, c'est qui la personnalité qui t'a le plus marqué, que tu as rencontré et pourquoi? Parce que j'imagine que tu as rencontré beaucoup de personnalités. Et ça peut être de tout. Je sais que tu discutes avec des gens dans des avions. Enfin, en tout cas, tu l'as déjà dit. Je sais pas trop, en fait. Ton ancien prof de philosophie? déjà. Non, mais en fait, alors, ça va peut-être paraître un peu gnangnan, mais moi, je suis vraiment marqué par tout le monde, en fait. J'ai pas de... C'est l'attaque des En Normandie, il y a quelques moustiques. Moustique tigre. En fait, j'ai compris quelque chose il y a très longtemps, c'est que la qualité des relations humaines et la qualité des gens dépendait de l'énergie qu'on mettait à être curieux. Par exemple, je raconte souvent cette anecdote, il y a beaucoup de chauffeurs Uber qui sont très bavards et qui adorent parler, et ça avait tendance à me casser la tête. Le jour où j'ai compris que je ne pouvais pas lutter contre leur envie de parler, j'ai commencé à leur poser des questions intéressantes. Raconte-moi l'histoire la plus folle qui t'est arrivée dans ton Uber. C'est quoi la personne la plus étonnante que tu as rencontrée? Et en fait, quand je vois qu'ils sont bavards, je les switch au moins sur une conversation qui m'intéresse. Et d'un seul coup, j'apprends quelque chose. Et en fait, je pense que c'est un peu comme tout dans la vie. On peut être passif par rapport aux choses de la vie. On peut être actif. Et quand on est actif, en fait, la moindre rencontre... Alors, évidemment, les gens sont plus ou moins intéressants et il y a plus ou moins de choses à aller chercher chez eux. Mais chez tout le monde. Donc, c'est dur pour moi de te dire... quelqu'un... Est-ce que j'ai quelqu'un vraiment qui sort du lot? Pas vraiment. Et alors, l'autre chose, c'est que j'ai pas de phénomène d'admiration. Il y a une seule personne que j'admire sur Terre que j'ai pas rencontrée. C'est Alexandre Astier. C'est mon seul... je crois que c'est le seul type dont je suis fan. Tu vois, genre... je pense que là, Alexandre Astier, il se dirait, ouais, il faut porter des t-shirts jaunes. Je dirais, ouais, bien sûr. Il a raison. T-shirt jaune. Donc, chez lui, je reconnais en moi ce que je vois chez d'autres sur ce côté fan. Mais c'est le gars qui est humoriste et qui fait la série Kaamelott sur... ouais, c'est ça. Ok. Non, je voulais être sûr de voir qui c'était. je parle de Dieu, là. Le podcast a failli s'arrêter là. Je vais me lever, je vais partir. Il est très jeune. Il est très jeune. T'as quel âge? Tu me donnes quel âge? Je sais pas, t'as l'air vieux, mais d'abord, tu dis qu'il est très jeune. Non, je suis pas si jeune que ça, parce que je sais que tu côtoies. Je suis pas si jeune que ça. T'as quel âge? 24. Ah ouais. Fais gaffe quand même. Hein. Pourquoi? La courbe a l'air bien accélérée. T'as pris un an hier, toi, non? Oui. T'as quel âge, toi? 37 ans. Ok. Et donc, ouais. Donc, j'ai pas ce sentiment de fan, donc j'ai pas de... D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis à l'aise avec les gens célèbres. Ouais. C'est parce que les gens célèbres
n'aiment pas être traités comme des gens célèbres. Ouais, mais toi, ça te fait ni chaud ni froid. Bah, c'est pas que c'est ni chaud ni froid, c'est que je pense que si je rencontrais Alexandre Astier, Ouais. j'aurais les jambes qui tremblent, donc je comprends ce truc. Je me suis d'ailleurs plein de fois imaginé, d'ailleurs, pour vous dire à quel point je suis cinglé sur ce sujet-là, je m'entraîne mentalement à me dire, il est probable qu'un jour je le rencontre dans un truc, et il faut que j'arrive à me calmer intérieurement pour ne pas faire une dinguerie. Et j'ai assisté, en plus, j'ai un ami pianiste qui est un peu comme moi là-dessus, et qui rencontre tous les jours des célébrités, machin, et qui s'en fout un peu. Et récemment, il a rencontré une célébrité dont il ne s'en fout pas et dont il est vraiment très, 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 très fan. Et je l'avais jamais vu comme ça. Ok. Et il nous a fait des dingueries. Il a demandé un selfie. Et le mec lui a quand même répondu Dude, don't break the moment. C'était honteux. Mais même lui, après coup, il était assis comme ça. Il m'a dit, mais j'ai pas demandé un selfie quand même. J'ai dit, si, t'as demandé un selfie. Il dit, ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Donc, je pense qu'on a tous des gens qui produisent ça chez nous. Ouais. C'est juste qu'on en a plus ou moins. Et on en a. Je pense que j'en ai pas beaucoup. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Donc j'essaie de me préparer mentalement à ma rencontre avec les Alexandre. Pour essayer de rester calme. C'est vrai. En plus, si tu voulais le rencontrer, tu pourrais le rencontrer. Si c'était faisable, je l'aurais déjà fait. Ah ouais? Ouais. Oh, tu dois avoir les contacts, j'imagine. Continue. Ok. Déjà, tu sais pas qui c'est. Donc arrête de t'enfoncer en fait. Je sais pas ce que tu fais là. Ok. On parle de cette dernière aventure. Ouais, bien sûr. Enfin, d'ailleurs, t'en as pas qu'une seule parce que t'as aussi développé un business sur l'intelligence artificielle, je crois. Alors, il faut pas confondre les endroits où je suis actionnaire et les endroits où je suis dirigeant. Ok. Effectivement, j'ai aidé des gens à créer une boîte qui s'appelle Pitts & Company, qui est vraiment une boîte de conseil, mais je travaille 1 heure par trimestre dans cette boîte. D'accord. Ok. Je leur ai donné mon nom, je leur ai donné mon marketing. Et en fait, ça d'ailleurs, c'est un sujet qu'il faut comprendre. Personne ne peut faire des grandes choses sans être focus. C'est pas possible. Ouais. Okay. J'ai compris il y a pas longtemps d'ailleurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent de l'extérieur ce que je fais et ils se disent que je suis très peu focus. Mais c'est parce qu'encore une fois, ils confondent les niveaux d'implication. Par exemple. Parce qu'ils le savent. Moi, le premier, on ne le sait pas en fait. Non, c'est normal. L'illusion est faite pour ça. Donc, il y a l'illusion marketing où Elon Musk te donne l'impression que c'est lui qui met les boulons sur les fusées. Ouais. Il regarde comme ça, il dit c'est bon, vous pouvez ça peut partir. Et il y a le fait qu'Elon Musk est focus à une seule chose, c'est de créer une image et un leverage tel que les meilleurs ingénieurs du monde peuvent travailler pour lui. Et tu vois, en fait, Elon Musk, il n'a pas 5 boîtes. Il n'en a qu'une seule. C'est elonmusk.com, une boîte invisible qui n'existe pas. Et en fait, lui, son seul métier, c'est de créer l'image la plus enthousiasmante du monde pour que les gens les plus brillants et les plus intelligents aient envie d'aller travailler pour lui. C'est un magnet à talent. Et son seul sujet, c'est de prendre des décisions et d'attirer des gens. C'est très, très focus, en fait. De la même façon, moi, mon seul métier, quoi que je fasse, c'est de trouver des gens brillants et de croire en eux plus qu'eux-mêmes ne croient en eux. C'est ça, moi, ma magie. Ma magie, c'est à un moment de dire, j'ai décidé que toi, tu allais réussir. Et si à un moment donné, je dois te donner tout mon magnat, toute mon énergie, je suis un croyant, en fait. Je m'en suis rendu compte récemment, c'est un ami qui m'a dit ça. Il m'a dit, t'es peut-être pas religieux, mais t'es un croyant, en fait. À un moment, je décide de croire. Et parce que je décide de croire, il faut que ça arrive. Alors, ça marche pas à tous les coups. Mais ça ne marche, au moins, ça ne marche pas parce que j'ai pas fait les efforts. Des fois, malgré les efforts, ça marche pas. Mais je vais y mettre une énergie extrêmement intense. Et de ce point de vue-là, quoi que j'ai fait dans ma vie, ça a toujours été ça mon rôle. Et donc, de l'extérieur, je peux donner l'impression d'avoir plein de projets. Mais en fait, de l'intérieur, je n'ai qu'un seul rôle. C'est d'attirer des talents et de leur donner envie de se dépasser, en fait. Et même, ne serait-ce que de croire que c'est possible, parce que autrement... Souvent, quand ils rencontrent... Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens qui ont des idées folles, quand ils rencontrent des gens et qu'ils en parlent, les gens leur disent « Bah ouais, c'est pas possible. » Et en fait, ça a l'air con, hein, mais c'est cette énergie et cette toxicité, c'est la destruction de réalisation la plus dingue au monde. Moi, quand des gens me rencontrent et ils me disent des trucs improbables, je leur dis « C'est génial, on va le faire. Et on va passer par telle et telle étape, et on va passer par là, et on va faire comme ci et comme ça. » Mais c'est pas moi qui conduis la voiture. Je conduis rarement la voiture. J'essaye de. Il y a une voiture que tu conduis aujourd'hui? Non.
Aucune, donc même le sujet qu'on évoquait tout à l'heure sur le... Ok. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut, je suis pas dessinateur, je suis pas scénariste, je suis pas... Les gens, ils imaginent que je vais... je sais pas, mais je comprends parce que y a une ligne de storytelling fine. C'est comme Elon Musk. L'image de Elon Musk qui assemble la fusée avec les pieds pendant qu'il code avec les mains, on l'a tous en tête. Et c'est celle qu'on a aussi peut-être envie d'avoir. Et bien sûr, c'est l'image Tony Stark, c'est l'image de Iron Man. Je pense qu'il la travaille. Je pense que lui-même, ça le fait rire, tu vois. D'ailleurs, il y a sa bio qui est sortie, qui est la meilleure bio que j'ai jamais lue de ma vie, par Walter Isaacson. Et il y a une phrase incroyable. Walter Isaacson qui a rédigé aussi... La bio de Steve Jobs. Ok. Et la bio de Léonard de Vinci et la bio de Benjamin Franklin. Ok. Ce sont les 4 meilleures bios jamais écrites. Par le même type. Comme quoi. Bizarrement. Le talent, ça se concentre des fois. Et il y a une phrase incroyable. En fait, Elon Musk a une stratégie extrêmement puissante de management que je comprends très très bien et que le biographe n'a pas compris. C'est que le biographe a vécu avec lui et il dit... Elon Musk, c'est un type hors du commun parce qu'il est capable de rentrer dans un niveau de détail qu'aucun humain sur Terre n'est capable d'avoir sur un nombre de sujets incroyables. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, Elon Musk, qu'est-ce qu'on fait dans le management classique ? On a les directeurs, les managers, les employés. En fait, Elon Musk, quand il y a un problème, donc le biographe cite cette histoire que les gens pourront lire dans la biographie, il dit il y avait un problème sur le moteur Falcon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été à l'usine, il a parlé avec les ingénieurs, et là, il a trouvé qu'un ingénieur était meilleur que les autres, il l'a pris et il l'a mis chef, alors qu'il avait 24 ans, et le mec a résolu le problème. Mais en fait, ma théorie de ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Elon Musk n'en savait rien, il voyait juste que ça ne marchait pas, factuellement, puisque ça ne marchait pas. Ça, c'est facile comme output, tu vois si ça ne marche pas. Et il s'est dit, plutôt que de laisser des layers et des layers de bureaucratie décider pour moi, je vais aller à l'endroit où les gens font vraiment le travail, je vais parler à tout le monde et je vais parler au mec qui a l'air d'être un peu plus compétent que les autres, non pas parce qu'il a la solution, mais parce que si je peux lui faire croire qu'il a la solution, bah déjà 50% du travail est fait. Et pour l'avoir utilisé, cette technique plein de fois dans ma vie, plein de fois j'ai été dans des situations où j'ai été voir des juniors ou des gens à qui personne jamais ne parle, et juste à qui tu donnes 10 minutes de considération et tu leur dis « je sais que c'est toi ». Et alors, il y a une scène de film qui est incroyable pour ça. C'est dans Lord of War, le moment où il doit se poser sur une piste en Afrique. Et il regarde le pilote et il lui dit « tu es le meilleur pilote, tu es sorti major de ton académie. Il n'y a que toi qui peux réaliser à ce moment-là l'atterrissage ». Et la voix off dit « je sais très bien que c'est un mauvais pilote. Il n'est pas sorti major de son académie. Il est sorti dernier. » Et en fait, je comprends exactement ce que ça. Il y a une autre scène de film là-dessus. C'est dans Remember the Titans, quand le coach il va voir un joueur et lui dit j'avais 12 frères et sœurs et mes parents sont morts et ils m'ont tous regardé. À ce moment-là, j'ai su que c'était moi qui devais délivrer. Et aujourd'hui, tu vis un moment pareil. Va sur le terrain. Et le coach assistant, il dit t'avais 12 frères et sœurs ? Non, j'avais une petite sœur, mais je trouve que ça sonne tellement mieux. Parce qu'en fait, il y a des moments où en fait, il faut sublimer les choses pour que les gens se dépassent. Et ça peut passer pour de la manipulation, ça peut passer pour quelque chose de négatif. Alors qu'en fait, c'est extrêmement positif. Et pourvu que ça serve finalement on fait tout le ça depuis l'Antiquité. C'est pour ça que les généraux dans l'Antiquité se battaient en première ligne. On a tous entendu ces histoires de généraux qui se battaient sur la première ligne. Ils avaient du courage. Ils étaient très protégés sur la première ligne. On n'allait pas laisser Alexandre le Grand quand même se faire buter. Il y avait une garde quand il était sur la première ligne. Mais il était quand même sur la première ligne parce qu'il était skin in the game. Et c'est ce genre d'histoire qui amène en fait les gens à se dépasser. Et aujourd'hui, c'est finalement, du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est un peu ton métier de repérer mettre les gens ça. en bonne personne et de leur donner la motivation et la détermination. Les saumons ne montent pas aux arbres. Et à un moment, il faut apprendre aux gens qui sont des saumons à aller dans la rivière et pas perdre leur temps sur les arbres. Bah, c'est une très Alors belle... que tout le système on veut que tout le monde monte le même arbre. Comme s'il y avait un seul arbre. Alors qu'il y a des rivières, il y a des terrains, il y a des marmottes, il y a des saumons, il y a des singes. Et en fait, cette complexité... Et d'ailleurs, ça vient sur mon sujet préféré du moment, c'est penser simple contre penser complexe.
la complexité du monde sur les 80 dernières années n'a fait qu'augmenter. Et les outils de raisonnement, de gouvernance et de compréhension du monde n'ont voulu que les simplifier. Mais ça ne marche pas. En fait, on a besoin de pensée complexe, on a besoin de pensée subtile, on a besoin de comprendre des logiques tétravalentes, quadrivalentes. On a besoin de comprendre que les choses ne sont pas vraies ou fausses, mais que c'est plus compliqué que ça. Ok. Tu t'es quand même présenté en disant que sur la fin, aujourd'hui, tu avais une société d'animés. Est-ce que tu peux, avant qu'on te pose nos 2 dernières questions pour conclure ce podcast, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, c'est bien quoi sûr. l'activité aujourd'hui et c'est quoi la vocation ? La vocation, c'est de faire des univers qui racontent des histoires enthousiasmantes sur tous les formats possibles de la façon de raconter des histoires. Que ce soit livres, dessins animés, séries, films, jeux vidéo, etc. Et c'est toujours la même méthode, c'est créer un univers. À l'intérieur de cet univers, raconter une histoire initiale. À travers cette histoire initiale, dériver cette histoire une fois que les gens l'aiment sur tous les formats possibles pour raconter. Et l'idée, c'est que en racontant des histoires, on crée de la proximité avec les gens. En créant de la proximité, on leur donne des émotions. Et en leur donnant des émotions, on leur permet de vivre des choses fabuleuses. Et ce business, c'est pour moi le plus beau business qui soit. C'est un business qui touche le cœur des gens et qui leur permet d'apprendre des choses, d'évoluer, de changer d'avis, de changer d'identité, de rêver autrement. Et c'est ce que les films, les histoires font depuis la nuit des temps et qu'on va essayer de faire avec notre version. Sachant que la particularité de notre approche, c'est une incarnation de l'intelligence artificielle au sein de la démarche. On utilise l'intelligence artificielle comme un outil, comme quelque chose qui vient améliorer le travail des artistes et leur permet d'aller plus loin. Et le but du jeu pour nous, c'est de faire un petit paradis artiste qui permet à n'importe qui a quelque chose d'intéressant à raconter d'être au meilleur endroit pour le raconter de la façon la plus prospère possible. Parce qu'en fait, dans l'art, il faut gagner plein d'argent pour que l'art se sublime. Cette vision que l'art et le capital sont divergents, pas complémentaires, etc., c'est une vision un peu à côté de la plaque. Je pense que quand on fait des bonnes histoires, quand on fait du bon art, on a un public. Quand on a un public, on a une partie de leur argent. Cette partie de leur argent crée de la valeur qui permet de créer de nouvelles histoires, etc. C'est le sens du commerce, c'est le sens de la création de valeur. Quand on crée de la valeur, on peut en capter une partie. Et c'est pour ça que je pense que c'est un business hors du commun, parce que c'est un business qui peut vraiment, vraiment changer la perception que les gens ont du monde, d'eux-mêmes et de tout ce qu'ils font. Il y a un sujet aussi, je crois, je ne sais pas si c'est toujours lié, mais aux réseaux sociaux. Oui, c'est un détail ça, mais c'est l'idée qu'en fait les histoires, on ne va pas les raconter que sur un seul format. Qu'aujourd'hui, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, qu'est-ce que j'ai oublié comme réseau social, YouTube est omniprésent dans LinkedIn, la vie. mais bon, je ne sais pas si tu vas l'utiliser. Mais si, c'est une super idée. Mais évidemment. Mais évidemment qu'il faut qu'on soit sur LinkedIn. Et en fait, mais tu vois, imagine un personnage un peu pro sur LinkedIn. Baby Boss. Baby Boss sur LinkedIn, ça serait incroyable. Baby Boss sur LinkedIn. C'est qui donne des confs de gros de management. Baby Boss, ça ferait un sacré infopreneur. Hein. Et donc, il n'y a pas d'infopreneur. Il n'y a pas de... lui, ça en serait un bon. Et donc, évidemment, aller raconter des histoires sur les réseaux sociaux, c'est une façon de créer une persistance dans le storytelling. À savoir que le storytelling perdure au-delà de l'œuvre. Dans une forme qui n'a même pas le nom d'œuvre, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que si les choses vivent en dehors de l'œuvre et de façon persistante... C'est le personnage qui vit. Oui, plus que l'œuvre. Mais en fait, le personnage n'est que la somme de ses histoires. Ok. Écoute, passionnant. Bah déjà, un grand merci pour ce podcast. Attends, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Merci pour la qualité de cet échange. On a 2 questions. Et une, on sait qu'on a entendu plein de choses sur toi. Et nous, on voudrait connaître ta passion inavouable, mais une passion dont tu n'as jamais parlé à personne. Je suis très transparent. T'as déjà tout dit. Il y en a peut-être une. On a plein d'exemples à te donner. On a plein de choses. On a un mec qui nous a dit que sa passion, c'était de se masturber. Il se masturbe 3 fois par jour quand il travaille. Il travaille beaucoup, sinon c'est 5 à 6 fois par jour. On a les invités qu'on mérite. On a quelqu'un qui est passionné par les chemises, qui a plus... Alors,
Sur le podcast, il nous a dit 150. En off, il nous a dit que c'était beaucoup plus. Ouais. On a Quelqu'un qui collectionne les chaussons d'hôtel. les jeux Kinder. Les on a de tout. petites figurines Kinder. Un truc que tu fais dans ton quotidien, je sais pas si tu l'as déjà révélé, peut-être, hein, mais où tu te dis, bon, c'est pas, je sais pas si j'en suis 100% fier. Bah, le truc, c'est que vraiment, je suis très transparent. Donc, je vais pas cacher ma passion des femmes. J'ai pas de passion pour la masturbation. Je sais pas, je dessine des bijoux, mais c'est pas une passion non plus. Enfin, il y a une activité que j'ai fait dont je vais pas parler souvent, c'est que j'aime bien dessiner des bijoux pour les gens que j'aime. Ok. Et qui deviennent des vrais bijoux derrière. Des vrais bijoux derrière. Ouais. J'en ai fait. Que t'offres Bah, J'imagine. je les fais pas payer. Ouais. C'est parce qu'on se connaît pas. Il y a le début d'un business model. Ouais. Ok. Mais Ok. Bon, faut pas que les gens imaginent que c'est une passion. Je l'ai fait Tu l'as fait 3-4 fois. 3-4 fois dans ma vie. Je suis en train de le faire pour la 4e fois. Ok. Et que pour des femmes. J'ai pas encore fait de bijoux d'homme. Ok. Et j'ai pas la bonne culture des bijoux d'homme. Ok. Donc, je sais pas trop ce que c'est les bijoux d'homme. Et est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée pendant ce podcast que tu aurais aimé qu'on te pose? Un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder. Ah ouais, en fait, la fin, vous voulez supprimer l'énergie à la fin de votre... Vous voulez mettre les invités dans un truc... Non, ils aiment bien ce genre de questions. En plus, sur les passions inavouables, d'habitude, on a des trucs. Moi, je t'avoue que je te tanne pas parce que j'ai bu beaucoup d'eau. Du coup, là, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Donc, je vais pas couper le podcast, mais je n'en peux plus. et du coup, sur la dernière question, c'est plus, je sais pas, un sujet philosophique. On a pas mal d'invités qui font des réflexions philosophiques sur la fin, des phrases qui leur semblent intéressantes et pertinentes. Parfois, on dit simplement au revoir et en fait, on laisse l'invité terminer. Sur une réflexion, un truc qui. Tu vois, par exemple, je sais pas si on te demande un livre que te refaire, un livre qui a changé, une rencontre dans ta vie, on te l'a posé comme question, mais un sujet différent, quoi. Moi, je pense que le sujet dont on ne parle pas assez et qui devrait tous nous obséder, c'est l'intelligence artificielle. Et la façon dont on parle de l'intelligence artificielle est un peu surannée parce que soit on en parle comme un outil, soit on en parle comme la fin du monde. Alors que, en fait, j'aimerais bien être... Comme moi, je fais des podcasts pour réfléchir à voix haute, j'aimerais bien commencer à réfléchir à concrètement comment on va vivre en commun avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va fusionner avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va se brancher? Tiens, une question que vous pourriez demander à vos invités, c'est est-ce qu'ils accepteront de se brancher à Neuralink ou pas? Et du coup, on te la pose? Eh bah, je sais pas. Ce qui est sûr, pas la première version, parce que je sais à quoi ça ressemble la première version. Une bêta, tu. Mais j'avoue que version 2, version 3... Enfin, j'aime pas l'idée de me faire ouvrir le crâne et de me faire mettre une puce. Donc ça me fait peur. Mais parce que moi, j'ai peur des docteurs, j'ai peur des bistouris, j'ai peur de tout ça. Et s'il n'y avait pas l'intervention? Ah, mais s'il n'y avait pas l'intervention, si c'était une pilule... Donc c'est que l'intervention. Mais bien sûr. Ouais. Donc en fait, la finalité, en V2, t'y vas. Fusionner mon cerveau avec une IA et accéder à ChatGPT dans mon cerveau, Ok. c'est le rêve de mon enfance. je vois même pas comment on peut être contre. Non, je rigole, je vois très bien comment on peut être contre. Mais en fait, j'ai la théorie que si c'est possible de nous fusionner avec une IA, le fait de ne pas le faire, ça va être un sacré risque civilisationnel quand même. Hein. Ça va être les nouveaux Il y a un Amish, vrai hein. enjeu, ouais. Donc, Tout le monde sera obligé de le faire. je sais pas, les Amish, ils ont l'air très heureux. Hein. Peut-être qu'il y en aura un peu plus. Enfin, les Amish, ils ont vraiment l'air de vivre leur best life. Hein. Mais comme les tribus indigènes, et t'en as certains qui partent et d'autres parce qu'ils connaissent que ça, ils ont l'impression d'être enfermés dans un système. Je sais pas, mais c'est une réflexion. Mais en tout cas, je pense que s'il y a un moment où on devrait commencer à se poser des questions, c'est maintenant parce que là, je fais ses premiers tests en ce moment. Les humains. Puis comme d'hab, on a pris. Alors, en plus, c'est enthousiasmant parce que là, les premières personnes qui se font greffer, c'est pas pour aller chercher sur Wikipédia pendant qu'ils dorment, mais c'est plutôt pour leur donner des fonctions motrices qu'ils avaient perdues. Oui. S'ils commencent à nous faire remarcher des gens, Bah, c'est la belle histoire. ça va être enthousiasmant. Mais voilà. Donc le cerveau, la protection du cerveau, l'intimité du cerveau.
En plus, là, il y a des trucs flippants qui sortent. Je sais pas si vous avez suivi un peu, mais par exemple, il y a des IA qui arrivent à lire les pensées. Et, moi, je me dis, un gouvernement qui a une IA qui sait lire les pensées des gens, Carnage. Ça va mal tourner. Ça va mal finir cette histoire. Je vois pas comment ils pourront résister à la tentation de faire ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'on devrait commencer à réfléchir à des formes politiques et en philosophie politique à des sujets plus profonds. Sur la protection. C'est quoi la bonne forme de gouvernance dans un monde où des gens peuvent accumuler ces pouvoirs-là? C'est beaucoup plus intéressant que est-ce qu'on est pour ou contre la baya ou je sais pas quoi. Enfin, Oui. c'est-à-dire que le niveau moyen, j'ai l'impression que le niveau moyen de réflexion politique n'est pas à la hauteur des enjeux dans lesquels on est en train d'entrer. Voilà, je finirai là-dessus. On est bien d'accord. Bah, Merci écoute, beaucoup. merci beaucoup Merci Oussama. Plaisir. et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.